pour commencer, je donnerai la parole à Olivier Roy. Olivier Roy, comme vous le savez, a beaucoup travaillé sur la question de l'islamisme. Il était l'un des tout premiers, évidemment, à avoir prédit, à avoir pronostiqué sur l'échec de l'islamisme et du modèle islamiste. À l'époque, quand il a avancé cette hypothèse, il y a eu beaucoup de réactions, disons des critiques qui ont fusé un peu partout. Aujourd'hui, l'histoire lui donne raison et évidemment son approche, son diagnostic est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs sur les sociétés arabes. Donc, je vous passe le micro pour nous éclairer sur cette question justement du modèle islamiste, sur la possibilité d'alternative à ce modèle au regard de ces expériences, que ce soit en Tunisie ou en Égypte. Merci. Donc, oui, comme certains d'entre vous le savent, j'ai écrit ce livre, L'échec de l'islam politique, il y a 20 ans. Je crois qu'il faut encore attendre 20 ans pour se faire une opinion plus solide sur ce qui se passe aujourd'hui. Quand j'ai parlé d'échec, je parlais évidemment d'un échec structurel, pas d'un échec événementiel, pas de l'impassibilité, par exemple, de prendre le pouvoir quelque part, ou d'être élu, de remporter une victoire électorale, etc. L'impossibilité structurelle vient tout simplement de l'idéologie, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé l'idéologie islamiste, bon, on peut revenir sur ce que ça peut vouloir dire de ça, est une impasse, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas permettre de construire un programme de gouvernement. Mais c'est une idéologie qui est un bon instrument de mobilisation et qui, couplé avec le type d'organisation qui est celle des frères musulmans, permet justement de constituer une opposition solide et durable, c'est-à-dire de résister en particulier à la répression, ce qui était le cas des frères musulmans pendant 40 ans, et ce qui va être leur cas aujourd'hui encore, et ce qui est leur cas aujourd'hui encore. Simplement, ça se paye au prix d'une organisation très hiérarchique, très structurée, et d'un sentiment d'appartenance au groupe, avec cette idée que le monde extérieur nous est hostile, sentiment qui, bien entendu, va se renforce en ce moment. Donc on a, si vous voulez, une logique institutionnelle et idéologique qui ne prépare pas du tout ce type de mouvement à la gestion d'un pouvoir d'État. En même temps, leur incapacité à gouverner, qui n'est pas seulement due au sabotage de l'armée, puisqu'en Tunisie, par exemple, on voit que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas de la même manière. Cette incapacité à gouverner est structurelle et elle n'empêche pas, bien entendu, qu'ils ont été perçus à un moment donné comme des gens compétents. Pourquoi compétents ? Un, parce qu'ils avaient la cohérence de l'idéologie islamique. Deux, parce qu'ils n'étaient pas corrompus. Ils avaient cette image de non-corruption, de lutte contre la corruption, qui évidemment était très positive dans les contextes que l'on connaît de l'Égypte et de la Tunisie. Ensuite, leur recrutement sociologique, classe moyenne, gens éduqués, beaucoup de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants, d'avocats, etc., faisait qu'on pouvait penser qu'ils sauraient, disons, gérer la partie technocratique du pouvoir d'État, indépendamment des questions purement idéologiques. Mais leur échec montre aussi qu'il y avait beaucoup de mythes sur les frères musulmans qui étaient des fantasmes. Alors j'en cite quelques-uns. L'idée que l'organisation des frères musulmans avait profondément infiltré l'appareil d'État. Ben non, ils ont été renversés par l'appareil d'État. L'idée que les frères musulmans tenaient les réseaux des mosquées. Ben non. À leur propre surprise d'ailleurs. Ils ne tiennent pas le réseau des mosquées, des imams, etc. Même chose en Tunisie.
Mais en Tunisie, il y a une différence aussi, c'est que le pouvoir de Ben Ali, bien entendu, ne les a jamais laissé une activité de prédication, une activité sociale, comme ils ont pu en avoir d'une certaine manière en Égypte. Mais on voit très bien comment les frères musulmans, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, sont en fait coupés des réseaux cléricaux sous toutes les formes de ces réseaux cléricaux, que ce soit les réseaux d'imams, que ce soit les réseaux universitaires, même si bien sûr il y a des gens de Al-Azhar qui sont des frères musulmans. Enfin, on voit un autre mythe, plusieurs autres mythes. Parmi les autres mythes, l'idée que les frères musulmans ont un appareil militaire clandestin. Ben non, s'ils en avaient un, on s'en serait aperçu. Ils auraient été capables ou ils auraient essayé de résister militairement à l'armée. Ils l'ont pas fait, pas parce qu'ils sont gentils, ils sont peut-être gentils, ça c'est une autre affaire, mais parce qu'ils n'ont pas d'appareil militaire clandestin. Et un des derniers mythes qui s'est effondré concernant les frères musulmans, c'est l'idée de l'international islamique préparant la venue du califat mondial. Bon. Le paradoxe de l'affaire égyptienne, c'est que ça a montré au contraire à quel point les différents mouvements, et pas seulement islamistes, étaient nationaux, voire nationalistes. La réaction internationale à la répression militaire a été minimum. On n'a pas eu des dizaines de milliers de manifestants devant les ambassades d'Égypte, à Paris, Genève, Berlin, etc. Ça montre l'isolement des frères musulmans, y compris dans les milieux des milieux islamiques, et je reviendrai là-dessus. Alors, pourquoi ils ont échoué? Il y a des raisons intrinsèques, comme je dis tout à l'heure. C'est-à-dire que cette idée que l'islam est la solution, que le Coran est la Constitution, etc., ce sont des slogans, mais quand on commence à travailler concrètement sur qu'est-ce qu'une Constitution, ça ne marche pas. L'islamisation de la société, c'est un des paradoxes, parce que dans une société comme l'Égypte, il n'y a plus grand-chose à islamiser. Qu'est-ce que vous voulez islamiser maintenant? La consommation d'alcool, vous tuez le tourisme, tout le monde, la plupart des filles portent volontairement le voile, il suffit de regarder les manifestations anti-Morsi, il y a autant de voilés dans les manifestations anti-Morsi que dans les manifestations pro-Morsi. Donc des critères, si vous voulez, religieux, des marqueurs religieux comme ça, ne sont plus du tout l'apanage d'une opposition islamique. On a une banalisation de la référence islamique. Et cette banalisation implique une dépolitisation de la référence religieuse. Et je crois que c'est ça la chose la plus importante aujourd'hui dans le monde arabe en tout cas. Ce que les frères musulmans n'ont pas vu, c'est qu'en 30 ou 40 ans, ils ont perdu le monopole de la représentation de l'islam dans la sphère politique. Ils n'ont pas vu que la sphère religieuse s'est diversifiée et individualisée durant ces 30 dernières années. Le paradoxe est ici, si vous voulez. On est tous d'accord pour dire qu'en 30-40 ans, il y a eu une réislamisation des sociétés arabes. Bon. Et le paradoxe, c'est que 40 ans de réislamisation des sociétés arabes a conduit à un printemps arabe où il n'y avait aucun référent religieux. Et les frères musulmans étaient, comme les coptes d'ailleurs, spectateurs, comme le clergé copte, spectateurs sur le trottoir. Et le paradoxe, c'est que ces 40 années de réislamisation de la société se sont traduits par une défaite politique des frères musulmans. Donc il ne faut pas du tout avoir la lecture, une lecture, disons, religieux contre laïque. Elle peut fonctionner dans les élites tunisiennes, mais elle fonctionne absolument pas en Égypte. Et le meilleur exemple, bien entendu, c'est les salafistes. On classe traditionnellement sur l'échelle du radicalisme en Europe les salafis à droite. Bon, excusez-moi de droite-gauche, mais bon, je vais pas les placer en dessus ou en dessous, donc je les mets sur la droite. On classe les salafis à droite des frères musulmans, c'est-à-dire on les dit plus radicaux, plus proches des djihadistes, plus soucieux de mettre en place la charia comme un système de normes absolues. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les salafis entrent en politique, ils se rangent du côté de l'armée et ils viennent d'accepter un projet de constitution qui est en retrait sur la question de l'islamisation de la constitution proposée par l'Assemblée tenue par les frères musulmans. Donc on a un brouillage total des cartes. On n'a pas d'un côté un camp islamiste avec ses modérés et ses radicaux et de l'autre côté un camp plus ou moins laïque, nationaliste, etc. La référence religieuse est partout et nulle part. Et c'est ça qui est pour moi la leçon la plus importante des événements, disons, du printemps arabe.
ce qui se passe au-delà des événements, aussi tragiques que soient les événements, bien sûr, la répression, les élections, l'annulation des élections et tout ça, c'est un changement social en profondeur. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de dire retour à l'état antérieur, retour à la case départ, hiver arabe suivant le printemps arabe, etc. On a, si vous voulez, un effet de seuil qui a été atteint ici, parce qu'il y a un changement profond des sociétés arabes, à tous les niveaux. Les changements démographiques ont été étudiés par mes collègues Philippe Fargue et Courbage, par exemple, et ils sont très importants. Les changements culturels sont également très importants. On est dans une société maintenant arabe où les filles sont sur le marché du travail, où on a autant d'étudiantes que d'étudiants, où les gens se marient à âge beaucoup plus égal, font beaucoup moins d'enfants, se marient beaucoup plus tard, enfin, etc. On a toute une série de changements sociologiques qui vont à l'encontre du modèle patriarcal, autoritaire, qui est aussi le fond de commerce de la culture politique des États autoritaires, des dictatures. Mais surtout, je dirais, le paradoxe de la réislamisation, c'est qu'elle a entraîné une diversification du champ religieux et une individualisation du champ religieux, où dans le fond, chacun dit ce qu'est l'islam pour lui, monte son petit système religieux en kit personnel, et ne croit plus aux gourous ou aux grandes organisations. C'est aussi le fond de commerce des salafistes, c'est ça un peu ça le paradoxe. Hein. Les salafistes sont aussi des individualistes à leur manière. Les partis salafistes ne sont pas des partis très structurés. Enfin, j'allais dire bizarrement, mais c'est un jugement de valeur. Beaucoup de gens sur le terrain perçoivent les salafis comme plus démocratiques que les frères musulmans, hein, parce que beaucoup moins pris dans un appareil centralisé et idéologique. Et je conclurai en disant que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la preuve que la démocratisation est possible. C'est aussi un paradoxe. Non pas parce qu'on a un phénomène de sécularisation de la société qui serait préalable à la démocratisation, mais parce que précisément la diversification du champ religieux entraîne une automisation du champ religieux par rapport au champ politique. Et on le voit à des tas de niveaux. C'est pas une question de être modéré ou pas modéré. Je crois que c'est la grande erreur d'appréciation qu'on a vue de l'Occident. On fait une espèce d'échelle où si on ne prie qu'une fois par jour, on est un modéré. Si on prie 5 fois par jour, on est un djihadiste. Rapport de police, par exemple, pour les gens qui demandent une autorisation de sécurité pour travailler à Roissy. Hein. Donc on note fréquentation des mosquées, nombre de prières par jour, etc. Et en fait, ça ne veut rien dire. Bon, on le savait avant, mais enfin, on le voit bien aujourd'hui avec le cas des salafis, ça ne veut strictement rien dire. On est prisonnier, dans notre analyse de ce qui se passe dans le monde arabe, de ce que j'appelle le préjugé théologique. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y aura de démocratisation possible que s'il y a d'abord une sécularisation préalable, et que cette sécularisation préalable n'est possible que s'il y a une réforme théologique de l'islam. Évidemment, cette réforme théologique de l'islam, on l'attend et on l'attendra. Les gens qui souhaitent d'ailleurs la venue d'un Luther islamique pour démocratiser la société musulmane n'ont jamais lu les ouvrages de Luther. On n'est pas, si vous voulez, dans ce rapport mécanique entre libéralisation théologique et démocratisation. On le voit bien d'ailleurs dans le sens où des libéraux, en Tunisie et en Égypte, des libéraux laïcs, ne sont pas des démocrates. Hein. Donc on ne peut pas dire que d'un côté on a des libéraux démocrates et de l'autre côté des islamistes non démocrates. Non. Et c'est bien ça le problème d'ailleurs. C'est qu'on a une dissociation du marqueur démocrate, je dirais, par rapport au marqueur religieux contre séculier. C'est la sécularisation politique, dans le sens de séparation de la religion et de l'appareil d'État, du politique, vient précisément de l'autonomisation et de la diversification du champ religieux, pas de son affaiblissement. Et là, on le voit très concrètement, je vous donne quelques exemples. L'université d'Al-Azhar, qui n'a jamais été connue pour son esprit frondeur, hein, qui a profité du printemps arabe pour demander son autonomie par rapport à la structure d'État. Et on peut être sûr que les militaires et les laïcs qui les soutiennent vont tout faire, au contraire, pour ramener l'université d'Al-Azhar dans le champ du contrôle de l'État. On l'a vu en Tunisie, par exemple, où il y a un an, des centaines d'imams de mosquées locales ont fait une pétition, cette fois dirigée contre le gouvernement de Nahda, disant « on a voté pour vous, mais basta, on n'a pas envie d'être des fonctionnaires de l'État ».
on n'a pas envie d'être mis sous le contrôle du ministère des Affaires religieuses. Parce que les islamistes, comme les militaires, dans le fond, veulent contrôler le religieux à partir du ministère des Affaires religieuses et du ministère, bien entendu, de la Sécurité. Or, aujourd'hui, c'est justement cette autonomisation du champ politique, du champ religieux, qui fait qu'il ne peut plus être étatisé, qu'il ne veut plus être étatisé. On peut faire confiance dans les nouveaux régimes autoritaires pour tenter de réétatiser le religieux. Mais ils vont, à mon avis, totalement échouer. Et c'est cette, je dirais, cette vivacité du religieux qui va justement créer des espaces d'autonomie, et donc d'autonomie politique, mais qui, à mon avis, ne seront plus récupérés par des partis monolithiques comme les Frères musulmans. Et ceux-ci sont maintenant à la croisée des chemins. Soit ils se replient sur la confrérie, c'est leur dimension proprement religieuse, disons dans un esprit victimaire, et un petit peu de hijra, où on se retire un peu de la société. Soit ils se radicalisent, mais j'y crois pas, on peut en revenir là-dessus, je crois pas du tout à la radicalisation des frères musulmans dans le djihad et la violence. Soit ils tirent les leçons et ils font comme le parti AK en Turquie, c'est-à-dire ils séparent complètement le religieux du politique, ils forment un parti purement politique qui translate les normes religieuses en valeurs conservatrices traditionnelles de droite, mais beaucoup plus sur un modèle type parti américain ou républicain américain que sur un modèle de type salafi. Soit on en revient à la piété individuelle de type salafi. Mais je crois que c'est effectivement l'échec de l'islam politique, parce que plus personne aujourd'hui, à commencer par les salafis qui ont fait un accord avec l'armée, ne peut prétendre avoir la légitimité et le monopole de la référence religieuse dans le champ politique. Je vous remercie. Oui. Avant de passer le témoin à Abdelrahim Hafidi qui vient d'arriver, je voudrais donc donner la parole à Belir Nevli pour réagir un peu sur la situation en Tunisie, sur le modèle tunisien. Voilà. Et plus largement aussi. Et plus largement. Merci. Bien, écoutez, on est dans les conditions du direct, hein. C'est comme ça. Merci pour... en principe, c'était moi qui devais tout dire au début, hein, mais bon, Mathé a bien eu la gentillesse de prendre les choses comme cela. J'ai écouté avec beaucoup d'attention Olivier Roy. Alors, Olivier Roy nous dit, grosso modo, ça fait 20 ans qu'il le dit, parce que votre ouvrage, L'échec de l'islam politique, qui est apparu, je crois, en 1992, vous nous avez quasiment tout dit, presque. Mais ça fait 20 ans que nous attendons cet échec. Pas moi personnellement, mais en tout cas, tout le monde attend justement la vérification de votre hypothèse. Alors, mon voisin de droite, enfin, qui est à ma droite, va peut-être nous dire, est-ce que d'abord, il croit à cette mythologie politique? Est-ce qu'il croit que nous sommes véritablement à la sortie de l'islam politique? Autrement dit, est-ce que Marcel Gauchet, qui nous a déjà dit que la sortie des religions, ce n'est pas la sortie du religieux, est-ce que le monde musulman est en train de faire l'expérimentation de la sortie de la religion comme gouvernance, mais le maintien de la religion comme spiritualité? Est-ce que c'est votre point de vue? Pour vous répondre rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dirais que tout dépend précisément des islamistes. Est-ce qu'ils sont ou pas prêts à faire preuve, à faire montre d'une animalité politique, d'une capacité d'adaptation dont ils ont su faire preuve dans un premier temps, une adaptation qui n'a pas, malgré tout, dans un second temps, suffi face à l'enjeu que constitue l'exercice du pouvoir dans le cadre d'un État moderne. Donc, la vraie question, est de savoir si leur capacité d'adaptation sera à la hauteur des enjeux des différentes sociétés nationales concernées. Parce que là, pour le coup, naturellement, on est tenté par un propos un peu transversal, mais il faut bien reconnaître que le prisme national s'est avéré comme le plus pertinent pour analyser ce qui se passe dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'il y a un monde arabe, mais aussi des mondes arabes, parce qu'il y a des espaces régionaux, sous-régionaux et des espaces nationaux. Une fois ceci dit, il est difficile malgré tout de prendre la parole après Olivier Roy, mais je ne manque pas... Enfin, à défaut de courage, je ne manque pas de témérité. Donc je me lance. Les islamistes sont incontestablement dépassés aujourd'hui.
Ils sont divisés. Mais encore une fois, toute la question est de savoir si ils vont savoir faire preuve d'une capacité d'adaptation face à une nouvelle donne qui n'est plus aujourd'hui les soulèvements ou les révolutions, mais plutôt une forme de désarroi, de désenchantement de la population, des populations d'un côté, et puis un autre enjeu qui est celui de gérer un appareil d'État souvent lourd, qu'il s'agisse de la Tunisie, que dire de l'Égypte. Autre capacité, autre défi, celui de la division. Il ne s'agit pas d'un bloc homogène, il n'y a pas des islamistes parlant d'une seule et même voix, il y a des islamistes concurrents, en compétition presque, sur un marché qu'est le marché politique. Ils n'échappent pas, en tant qu'animaux politiques, à cette donne structurelle. Et voici, en ce sens, les 3 points que je considère comme essentiels pour finalement tirer un bilan du rapport entre ce qui se passe dans le monde arabe actuellement et les islamistes. Premièrement, ils sont divisés, il y a une division politique en leur sein, ce qui n'est pas une nouveauté absolue, loin s'en faut, mais c'est une réalité confortée, révélée, accrue aujourd'hui. Deuxième point, il s'agit d'animaux politiques, ils savent faire preuve d'opportunisme politique. Jusqu'où? Telle est la question aujourd'hui. Et puis enfin, surtout, je dirais, ils s'avèrent comme impuissants politiquement. Ils ont fait montre de toutes leurs limites dans un contexte particulier, un contexte de crise généralisée. Crise, non pas identitaire au contraire, mais plutôt crise économique et sociale, mais aussi crise de l'appareil d'État, d'appareil d'État désorganisé. Premier point, donc, la division des islamistes. Olivier Roy a souligné ce phénomène de l'individualisation du champ du religieux. L'islam et les islamistes n'échappent pas à cette réalité. Au contraire, elle les caractérise. Et en ce sens, ça nous permet de souligner encore une fois le fait que derrière le label islamiste, il n'y a pas de bloc homogène. Il s'agit d'une réalité hétérogène, composite, au sein même des différentes catégories génériques sur lesquelles je vais revenir et qui, malgré tout, nous sont bien commodes. Ça nous est commode de parler de la mouvance des frères musulmans, des salafistes et des djihadistes. Voilà 3 références sur lesquelles on pourrait très bien s'entendre. Mais au sein même de ces catégories génériques, il y a un phénomène de fragmentation, des luttes, des compétitions, des clivages doctrinaux, des luttes d'influence, des conflits stratégiques, des clivages générationnels qui, à l'aune de ce qui s'est passé récemment, se sont révélés comme essentiels pour comprendre précisément ce qui s'est passé. Et des rivalités entre des personnalités. Il y a des leaders qui tentent de s'affirmer. Cette réalité, celle de la division, s'accompagne d'une autre réalité qui complexifie un peu plus la chose, c'est que derrière les différentes catégories qui nous sont commodes, frères musulmans, salafistes, djihadistes, il y a aussi des rapports d'interaction entre ces catégories, voire parfois des imbrications. Et puis, un frère musulman peut très bien être à la fois membre d'un parti politique affilié à la mouvance, à la confrérie, et dans le même temps être salafiste du fait de ses positions dogmatiques, et puis pourquoi pas glisser progressivement ou brutalement dans le djihadisme. Donc là, pour le coup, vous comprenez bien que tout effort de classification, toute taxinomie en la matière est rendu d'autant plus difficile. C'est rendu d'autant plus difficile que ces mêmes islamistes, là pour le coup on peut parler en termes généraux, ont fait preuve jusqu'aux révolutions, jusqu'au soulèvement populaire, d'une véritable ambivalence par rapport au pouvoir politique. Ils n'ont pas suivi exactement la même stratégie, le même comportement par rapport aux différents autoritarismes laïques, entre guillemets, en Tunisie, en Égypte, en Syrie et ailleurs. Et cette ambivalence, elle explique en grande partie le fait que, dans un premier temps, ils n'ont pas saisi ce qui se passait. Ils n'ont pas saisi le train d'histoire. Ils ne sont pas ni les penseurs, ni les instigateurs, j'y reviendrai, des différents soulèvements populaires. Et pour cause, parce que d'une certaine manière, ils étaient plutôt confortablement
assis dans leur fonction tribunicienne, dans leur fonction d'opposants historiques aux différents pouvoirs en place. Malgré tout, si on prend comme critère pour essayer de les différencier le rapport au jeu politique et pourquoi pas à la compétition électorale, il est possible malgré tout de les différencier. Incontestablement, ce qu'a démontré la dernière séquence à laquelle nous assistons finalement, c'est que les frères musulmans ont admis, non pas la donne démocratique, parce que la démocratie c'est plus complexe et c'est plus, engageant entre guillemets que le simple fait d'accepter de jouer le jeu des élections, mais les frères musulmans ont accepté la compétition électorale. Ce n'est pas une nouveauté absolue depuis 2011, mais c'est quand même un phénomène que l'on a constaté de manière générale. Les frères musulmans ou les partis qui y sont affiliés ont admis le principe même du mode de dévolution du pouvoir sur la base de la compétition électorale. Et il ne faut pas minorer malgré tout cette forme d'acquis. Alors je parle d'acquis, je vais vite en besogne, dans la mesure où ils ont accepté cette donne après les différentes chutes de régime. Toute la question aujourd'hui est de savoir si, en cas de défaite électorale aux prochaines élections, quelle sera leur réaction ? Est-ce qu'ils accepteront la nouvelle majorité et est-ce qu'ils accepteront de retourner dans, finalement, leur position d'opposants ? Là, pour le coup, ce n'est pas acquis, c'est peut-être même l'enjeu principal de l'avenir de cette catégorie des démocrates musulmans qui serait incarnée par les frères musulmans les plus modérés. Deuxième catégorie, les salafistes. Les salafistes, alors eux, pour le coup, sont divisés par rapport à la posture, par rapport à la position à adopter, par rapport au jeu démocratique. A priori, la chose politique ne les intéresse pas, elle est impure, la chose démocratique est un produit importé, un produit idéologique importé d'un monde qui n'est pas le leur, qui n'a rien à voir avec leur lecture rigoriste et littéraliste du Coran. Donc la question ne se pose pas d'une certaine manière. Leur terrain est ailleurs, leur mode d'action aussi. Il n'empêche, certains salafistes ont également accepté de jouer le jeu de la compétition électorale. Faut-il rappeler que le deuxième parti arrivé dans les premières élections libres et pluralistes en Égypte était un parti salafiste, juste derrière le parti des frères musulmans. Ce choix n'est pas partagé par tous les salafistes, mais c'est une donne également à prendre en considération, mais qui mérite d'être complexifiée à l'aune du comportement des salafistes tunisiens notamment. Rappelez-vous que Ennahda, frères musulmans tunisiens, ont dans un premier temps tenté de jouer la carte de l'intégration des salafistes sur le nouvel échiquier politique tunisien en disant il ne faut pas les marginaliser, il ne faut pas les rejeter par principe, on va tenter de les intégrer dans le nouvel ordre social et politique. Et ce pari-là, les frères musulmans l'ont perdu. Ce pari-là, ils l'ont perdu. En tous les cas, si l'on s'en tient à la déviance des salafistes et plus précisément d'Ansar al-Sharia en Tunisie, qui a finalement sombré dans le djihadisme pour une partie de ses membres et qui, d'une certaine manière, renvoie les frères musulmans à leur erreur d'analyse politique, à leur erreur stratégique. Précisément, troisième rapport, celui des djihadistes par rapport à la chose politique, par rapport à la chose démocratique, c'est une donne qui ne les intéresse pas a priori, même si Al-Qaïda et puis AQMI ont plutôt salué ce qui se passait dans le monde arabe, mais sans saluer pour autant la perspective démocratique dans le monde arabe. Ce qu'ils saluaient, c'était le soulèvement des peuples et la conséquence directe qui était la chute des régimes en place. Pour autant, les djihadistes ne s'inscrivent pas dans une démarche de compétition politique. Il ne s'agit pas de s'inscrire dans un débat contradictoire, argument contre argument. Ils s'inscrivent plutôt dans un rapport de force où la violence a où la violence est la référence
et où le rapport de force, pour le coup, ne doit pas s'inscrire pleinement dans le strict cadre rhétorique. Et là, pour le coup, il y a une limite, il y a une ligne rouge incarnée par les djihadistes par rapport à toute évolution démocratique dans le monde arabe. Division politique, opportunisme politique, deuxième point, opportunisme politique, parce que, encore une fois, en dépit du fait que les islamistes, dans leur grande majorité, n'aient été ni les penseurs, ni les instigateurs des soulèvements populaires, ils sont sortis vainqueurs des urnes, ils sont sortis vainqueurs de la compétition électorale qui ont été ouvertes dans les différents pays qui ont connu cette expérience électorale. Et là, pour le coup, ça souligne parfaitement cet opportunisme politique, mais qui s'appuie sur des réalités structurelles. Les islamistes ne sont pas des animaux politiques qui sont nés ab initio. Ils étaient ancrés dans la société, ils incarnaient l'opposition historique au pouvoir autoritaire qui était en place, et donc ils bénéficiaient, d'une certaine manière, d'une charge symbolique extrêmement positive et qui pouvait être prolongée par l'action caritative, l'action sociale qu'ils ont pu assurer grâce à la défaillance des différents États dans les quartiers les plus populaires. Et en ce sens, les islamistes ont su fructifier en termes électoraux, d'une certaine manière, leur bilan, le bilan de leur action et un bilan qui s'inscrit pour le coup sur des décennies. Donc là, pour le coup, il faut vraiment mettre en perspective une situation présente. Enfin, troisième point, après l'opportunisme politique, il faut bien reconnaître que celui-ci a montré assez rapidement toutes ses limites, en ce sens où le savoir-faire politique, le savoir-faire technique, notamment pour gouverner un pays, pour diriger une société, pour diriger un appareil d'État, eh bien ce savoir-faire-là, les islamistes ne l'ont toujours pas. Et là, pour le coup, on doit reconnaître que cet aspect, cette défaillance, souligne le fait que les islamistes n'étaient pas prêts. Ils ont été surpris, comme tout le monde, de ce qui s'est passé dans les différents pays, et ils n'étaient pas prêts à prendre le relais de la gouvernance, prendre le relais pour diriger des États aussi complexes que ceux qui sont concernés. Donc, troisième point, l'impuissance politique des islamistes, qui s'est révélée notamment dans leur incapacité, une fois élus, une fois à la tête du gouvernement, une fois majoritaire dans les différentes assemblées constituantes et législatives, à traduire ce rapport de force politique favorable en actes, en actions positives pour répondre à la crise économique, à la crise sociale auxquelles étaient confrontées toutes les sociétés arabes concernées. Et cette défaillance-là, c'est celle qui permet aujourd'hui, qui était à l'origine du désenchantement populaire vis-à-vis des différentes figures de l'islamisme politique dans le monde arabe. On a parlé d'incompétence, on peut parler de défaillance. Et toute la question à l'avenir est de savoir si les islamistes sauront dépasser et prendre acte de cette expérience historique pour répondre et pour pallier à cette défaillance et démontrer toute leur capacité et faire oublier d'une certaine manière une forme de décrédibilisation de leur capacité à gouverner une société moderne. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci. Alors aussi bien les deux interventions ont mis un peu le curseur sur le fait qu'on est presque, je dirais, au bout d'un processus long historiquement et que finalement l'islamisme, d'abord il y a des islamismes, il y a des expérimentations, il y a aujourd'hui, d'une certaine façon, on vient d'entendre le mot, un désenchantement. Mais ce n'est pas du tout l'impression, en tout cas que les opinions publiques, et notamment l'opinion publique occidentale, européenne, ce n'est pas du tout cette impression qui est là. Évidemment, vous décryptez la complexité, évidemment, des processus en cours. Mais est-ce que le fait que les islamistes, comme vous venez de le dire,
qui n'étaient pas préparés, c'est certain. Vous savez, l'exercice du pouvoir, ça s'apprend. Toutes les dictatures qui ont pris le pouvoir n'étaient pas du tout préparées. Et on a bien vu quand Kadhafi a pris le pouvoir à 28 ans en Libye, c'était un illustre inconnu, doublé d'un caporal, triplé d'un inculte, on peut le dire comme ça. Et vous savez combien de temps il est resté, hein? Il a épuisé le général de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand I, Mitterrand II, Chirac I, Chirac II, Sarkozy. Ça fait beaucoup pour un dictateur qui ne sait pas gouverner. Autrement dit, est-ce que le fait de ne pas être prêt est un gage, justement, de fragilité? Ou bien, et là je m'adresse à ma gauche, je dirais de cette table, est-ce que les expériences aujourd'hui, l'expérimentation, le monde arabe est un champ d'expérimentation, je dirais, de tous les ismes. Après les marxismes, on est passé à l'arabisme, ensuite maintenant dans les islamismes. Est-ce que finalement, ce ne sont pas des modèles aujourd'hui que le monde arabe est en train de produire, des modèles, et qui peut-être l'un ne sera pas comme l'autre. L'islamisme au Maroc se débrouille comme il peut. En Tunisie, c'est un peu le chaos. En Égypte, on ne sait plus où on en est. La Syrie, Dieu sait, les choses sont compliquées. Alors finalement, est-ce que le processus de désenchantement, est-ce qu'il ne va pas produire des modèles islamisants, peut-être même vers une banalisation comme la démocratie chrétienne en Europe a été aussi, à un moment donné, un catholicisme, d'une certaine façon, assez dur et implanté. Est-ce qu'il n'y a pas des modèles aujourd'hui en irruption dans cette scène arabe en chamboulement? Je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel. Je ferai une réponse en 2 temps, si vous le voulez bien. Tout d'abord, on se rend compte d'une chose qui est relativement simple à formuler, mais qui est terrible dans ses conséquences. C'est qu'aucun acteur politique n'est prêt. Pourquoi ? Parce que ces acteurs politiques, qu'ils soient islamistes, religieux, non religieux, ont affaire à des problèmes qui les dépassent et qui sont bien plus gros qu'eux. Tout simplement. Qu'expérimentent les islamistes? Mais quand on dit que les islamistes échouent, vont échouer, sont en train d'échouer, je veux bien, mais je ne suis pas certain qu'une autre offre politique aurait fait mieux en termes de résultats. Et c'est lié à un deuxième élément, c'est que ces sociétés, en fait, aujourd'hui, et là, ça participe de la complexité du problème, elle est la suivante, c'est que ces sociétés aujourd'hui sont à la fois extrêmement politiques dans leurs aspirations, mais pas très politiques dans leur mode de fonctionnement. C'est quoi la révolution en Tunisie, en Égypte? Ce sont des révolutions, des processus politiques éminemment moraux. Ils se moquent de qui a les solutions. C'est ça l'essentiel du problème. Aujourd'hui, nous avons un jugement moral de l'autre côté de la Méditerranée sur l'islamisme. Nous avons tendance à le discréditer parce qu'il est l'islamisme. Mais eux ne se posent pas la question comme ça, sauf des groupes sociaux relativement bien identifiés, comme l'a dit Olivier Roy, par exemple en Tunisie, au niveau des élites. Aujourd'hui, on est en demande de changement. Et ce changement-là, s'il est porté par des acteurs à la rhétorique religieuse, j'allais dire, ces sociétés sont preneuses. S'il est porté par des acteurs politiques avec une rhétorique qui est moins religieuse, si l'efficacité est au bout, eh bien, ces sociétés sont preneuses. À partir de là, aujourd'hui, qu'expérimentent les islamistes? Le réel. Oui. C'est très carré, très cartésien. Effectivement, il y a une réponse assez courte, mais en même temps, elle est consistante parce que vous... mais j'ai préparé des choses, hein, je vous rassure. Bien sûr, mais c'est pour ça, évidemment, ça c'est l'ordre, c'est juste l'entrée, ça. Allons-y, la résistance, plutôt le plat. Merci pour la transition. Alors, pour vous épargner un troisième exposé sur le même sujet, alors les deux ont été fort bien menés, puisqu'ils vous donnent un éclairage précis sur la situation actuelle, je vais essayer de faire un pas de côté et de revenir à des logiques un peu plus longues sur un plan historique. On parle beaucoup de l'islamisme. Alors l'islamisme s'oppose à l'Occident, l'islamisme s'oppose aux femmes, l'islamisme s'oppose aux minorités, et j'en passe et des meilleurs. Mais l'islamisme, fondamentalement, a une histoire. L'islamisme ne descend pas du ciel. Enfin, certes, c'est l'islamisme. On peut penser qu'il descend du ciel, mais l'islamisme a une histoire. Il a même une socio-histoire. L'islamisme, c'est quoi? En termes d'abord philosophiques. Les islamistes sont des idéalistes, fondamentalement. Pas forcément au sens où ils croient dans le meilleur des mondes. Ils croient dans leur meilleur des mondes à eux, régis par la norme religieuse. Mais ce sont des idéalistes au sens où les idées dominent le monde. L'islamisme est une idéocratie ou une logocratie. C'est la norme religieuse qui est censée solutionner les différents problèmes, les différentes problématiques auxquelles sont confrontées ces sociétés. Lorsqu'on dit l'islam est la solution, fondamentalement, on théorise un retard civilisationnel. Si l'islamisme
à travers notamment un mouvement dont on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, celui des frères musulmans, né à la fin des années 20 en Égypte. Il naît à une époque qui n'est pas, c'est pas illogique que le mouvement des frères musulmans, l'association au départ des frères musulmans, naisse à cette époque-là, puisqu'elle naît à l'époque des grandes idéologies mobilisatrices et des grandes idéologies de masse. On dit souvent que les mouvements islamistes, l'islamisme, d'ailleurs je rappelle, petite parenthèse, que l'islamisme est une invention française. Le terme islamisme est né grâce à nous, Français. Donc il est passé dans d'autres langues. Donc à partir de là, c'est certainement une raison de fierté nationale. Mais le terme islamisme, en un sens, est une erreur, puisqu'on veut parler de quoi? On veut parler d'islam militant et d'islam activiste. Je reviens aux années 20. L'islamisme, à travers notamment le mouvement père de ce mouvement, l'islamisme des frères musulmans, eh bien, initie une forme de révolution, une véritable révolution culturelle, si vous me passez l'expression, au niveau historique pour les sociétés arabes. Pour la première fois, vous avez un mouvement organisé de manière moderne, destiné à la prise du pouvoir, au changement social, certes, mais également à la prise du pouvoir, qui s'organise de manière, entre guillemets, occidentale. Donc quand on oppose l'islamisme et l'Occident, sur un plan historique, c'est assez faux, puisque les islamistes ont importé quelque chose de l'Occident qui s'appelle le parti politique de masse. Ce parti politique de masse porté par une idéologie mobilisatrice de masse. Mais le problème aujourd'hui, en 2009, 2010, 2011, 2012, comment est-ce que vous mobilisez des gens qui n'en ont rien à faire, qui demandent de l'efficacité, pas de l'idéologie, qui demandent du pragmatisme, pas de grandes théories. On a parlé par exemple des succès des mouvements dits salafis. Mais les mouvements salafis sont, comme on l'a dit, extrêmement individualistes. Donc ils parlent de piété, ils parlent d'orthodoxie, d'orthopraxie, comment prier. Donc on prie une fois, 2 fois. Alors les salafis prient en général 5 fois par jour, donc je ne sais pas s'ils rentreraient dans les aéroports français. Mais les salafis, eux, portent un discours qui a pris acte de l'échec de mobiliser des sociétés, qu'elles soient la Tunisie, qu'elles soient l'Égypte, qu'elles soient le Yémen, qu'elles soient la Syrie, au nom du référentiel religieux. Non pas, comme nous le pensons ici, que ces gens-là veulent abandonner, se désenchanter par rapport à la norme européenne, entre guillemets européenne ou entre guillemets occidentale, mais parce qu'elles ont pris acte de l'impossibilité structurelle de régler ces problèmes-là à travers la simple rhétorique. L'islam est la solution, ça ne veut rien dire. Et aujourd'hui, les frères musulmans font cette expérience, l'expérience du réel. Prenez 2 éléments. L'élément économique, les problématiques socio-économiques. Vous connaissez Mohamed Bouazizi, vous connaissez son histoire, mais on parle peut-être un peu trop, entre guillemets, de ce qu'il est censé représenter, à supposer qu'il ait voulu représenter quelque chose, et on ne parle pas des rapports du PNUD, donc du Programme des Nations Unies pour le développement, qui sont sortis à intervalles réguliers au cours de la décennie 2000. Le monde arabe est, avec certains pays africains, la région du monde, ce sont les régions du monde qui ont le plus reculé en termes d'indicateurs de développement humain. Ce qui est paradoxal, puisque ce sont des sociétés qui ont parfois du pétrole, souvent, pour certaines, du gaz, des ressources naturelles, parfois abondantes, qui ont de l'épargne, c'est important. Le Moyen-Orient est une région où il y a beaucoup d'épargne, qui ont une jeunesse, par exemple, concentrez-vous un instant sur le Maghreb, une jeunesse éduquée, une jeunesse qui est relativement stabilisée au niveau démographique. Olivier Roy vous en parlait très bien. Les femmes tunisiennes, notamment en milieu urbain, font presque parfois moins d'enfants que les françaises. Et si, par exemple, on prend l'élément démographique un instant, qu'est-ce que ça signifie en termes de... Qu'est-ce que nous apprend un indice de fécondité, si on veut se concentrer un instant sur la Tunisie, quand on dit que dans certains pays, certaines sociétés, les femmes font 2 enfants? Certes, c'est un chiffre, mais en termes de structure mentale, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous évoluez dans une société au sein de laquelle la majorité des gens acceptent l'idée de ne pas avoir de fils. C'est ça que ça veut dire. Quand vous avez 2 enfants, vous avez 3 configurations possibles. Vous faites 2 garçons, un garçon et une fille, ou alors 2 filles, c'est-à-dire pas de garçons. Mais une société où vous avez déjà 1/3 au moins des gens qui acceptent l'idée de ne pas avoir de fils, c'est une société qui mécaniquement voit le statut de la femme se rehausser. Donc à partir de là, un parti politique, une offre politique qui chercherait à exercer le pouvoir, à conquérir le pouvoir d'abord, ce qui est relativement facile dans le contexte de l'équation post-révolution, l'équation transitionnelle, mais où il est beaucoup plus difficile de l'exercer, encore plus difficile de l'exercer de manière juste, appropriée par rapport aux attentes sociales de ces pays, vous ne comprenez rien si vous faites de l'idéologie. Je prends un deuxième élément. Donc on vous a parlé par exemple du califat. Olivier, vous parlez du califat. Je m'intéresse beaucoup à la question des politiques étrangères dites islamistes. Alors il est extrêmement difficile, je prends des précautions dans la mesure où juger de la pratique politique, de la praxis politique d'un acteur donné après 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est extrêmement difficile et j'en ai conscience. Je mets de côté le Maroc. Le Maroc, l'islamisme maroc est ce que j'appellerais un islamisme fortement régulé par le palais. Penser que les islamistes ont le pouvoir au Maroc, c'est ne rien connaître aujourd'hui à la situation marocaine. La Libye, c'est également différent, puisque la Libye, à vrai dire, n'a pas connu de processus révolutionnaire. La Libye a connu
Une guerre. La Syrie, et c'est son drame, connaît une révolution et une guerre. On y reviendra peut-être. La Tunisie et l'Égypte, c'est assez intéressant puisqu'il y a eu de véritables processus de changement révolutionnaire. Regardez la politique étrangère menée par les islamistes. Quand vous n'arrivez pas à régler les problèmes du Felloul égyptien, qui, lui, d'ailleurs, il y a eu un appauvrissement, une paupérisation assez phénoménale ces dernières années d'une grande partie de la population égyptienne, quid du rêve du califat en termes de gestion pragmatique du budget d'un pays? Est-ce que vous allouez vos ressources à la construction d'un califat imaginaire ou est-ce que vous prévenez les phénomènes de contestation sociale qui peuvent avoir raison de votre pouvoir? La question ne se pose pas. Et si vous y répondez de manière idéologique, c'est terminé de votre pouvoir. Donc on peut disserter à l'envi des phénomènes, des possibilités, des potentialités d'évolution idéologique interne à l'islamisme, et la question se pose, mais il y a également et surtout l'effet de contrainte. Et ce qu'on ne comprend pas avec ces révolutions, c'est que pour la première fois, historiquement, depuis au moins les indépendances et signées après, puisqu'avant l'indépendance, il y avait la colonisation, avant la colonisation, il y avait l'Empire ottoman pour certains pays, il y avait des formes de régression interne et externe, pour la première fois, ces sociétés s'emparent de la possibilité de dire leur histoire et de faire leur histoire. Donc le politique, au sens idéologique, n'a plus rien à dire strictement. À partir de là, que faites-vous? Vous vous adaptez ou vous disparaissez. Merci. Merci. Effectivement, notre intervenant a mis le curseur sur aussi la dimension anthropologique, puisque vous avez parlé à la fois, je dirais, cet islamisme qui ne tombe pas du ciel, même s'il y a le ciel comme référentiel, hein, parce qu'il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas au ciel, hein, donc eux, ils sont plutôt très très liés au ciel, voire même dans sa dimension la plus forte et la plus mobilisatrice. Alors, sortie de l'islamisme comme une perspective historique, complexité de cette sortie, puisque oui, mais cette sortie, c'est pas forcément quand, parce que tout simplement la complexité des processus révolutionnaires en cours montre à l'évidence que ces processus produisent des effets qui ne sont pas forcément les mêmes, avec évidemment cette dimension d'apprentissage, cet apprentissage qui forcément est, je dirais, il est cauteux, il est chaotique, mais ils sont encore là en Tunisie, hein, et en Égypte, à mon avis, la recomposition est en marche. Et puis, on nous ramène, et c'est effectivement heureux qu'on nous ramène aussi à l'explication même, à la genèse de ces faits qui ne sont pas tombés du ciel, bien au contraire. Olivier Roy l'a dit tout à l'heure, vous l'avez répété, ils sont au cœur même de la matrice sociale, ils étaient là. Et je crois qu'ils ramassent la mise, non pas par opportunisme, mais parce qu'il y avait un travail. Alors, précisément, si la société arabo-musulmane a connu aujourd'hui, dans ses processus révolutionnaires, l'avènement de ceux qui n'ont pas préparé ces ruptures, mais qui en profitent aujourd'hui, est-ce que la désertion du champ politique, et je m'adresse à notre quatrième intervenant, est-ce que la désertion du champ politique par les forces classiquement réputées comme sécularisées, comme la gauche, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire le procès d'une société qui a laissé le champ libre aux islamistes qui vont le remplir, le charger, à la fois le travail sociétal, puisqu'il y avait ce qu'on appelle l'humanitaire, parce qu'ils ont fait beaucoup d'humanitaire, mais en même temps, ils ont d'une certaine façon rempli cet humanitaire par une autre charge symbolique et politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire le procès d'abord, comme disait Aragon, on ne fait jamais l'inventaire, on n'invente rien sans faire l'inventaire. Est-ce que inventorier aujourd'hui, c'est aussi une mission pour mieux comprendre l'avenir de ce peuple arabo-musulman qui, aujourd'hui, pas dans une impasse, mais dans peut-être une bifurcation? Oui, je pense effectivement qu'il y a, de la part de l'opposition laïque, des partis politiques sécularisés, un bilan critique à faire de leur propre activité. Je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec un militant, un responsable d'extrême gauche en Tunisie l'an dernier, qui m'avait expliqué que leur discours, bien qu'il ait un impact sur les classes populaires, a eu très peu d'impact dans les faits à un niveau électoral, dans la mesure où l'idéologie à laquelle il se référait a été difficilement intelligible, compréhensible par une population qui était fortement marquée par l'identité islamique.
Et donc, il reconnaissait effectivement la capacité aux islamistes de parler au peuple et de se faire le tribun d'une population qui se sent exclue. Et là, il me semble qu'il y a un point extrêmement intéressant à souligner, c'est que l'une des forces ou l'une des capacités des islamistes en termes électoraux, c'est leur capacité à entretenir une proximité sociale avec l'électorat. Et bien souvent, et dans de nombreux cas, on s'aperçoit que les islamistes développent des relations de clientèle avec l'électorat. Ils n'hésitent pas à se déplacer sur des lieux où il y a des manifestants. Ils n'hésitent pas à discuter avec certains responsables de la société civile. Donc, de sorte que toutes ces activités de proximité sociale donnent l'impression que l'on a affaire à des islamistes en parfaite adéquation avec les aspirations populaires. Et ça donne également l'illusion que les partis sécularisés ne sont pas forcément des partis proches du peuple. Alors, ce qui m'intéresse véritablement, c'est essayer de réfléchir sur la manière dont l'islam politique a évolué. Il me semble qu'il est important d'avoir à l'esprit que l'islam politique est une idéologie évolutive. Autrement dit, il ne faut pas figer l'islamisme dans une identité, dans une définition qui émane des islamistes eux-mêmes, qui insiste sur le caractère intemporel et universel de leur idéologie, au risque de donner une définition ou de figer l'islamisme dans des postures politiques et idéologiques qui ne sont plus les leurs. Alors, pour affirmer cela, je pense qu'il est nécessaire de développer ma pensée en 4 temps. Le premier temps, j'essaierai de vous montrer que les islamistes sont de moins en moins des partis ou des structures révolutionnaires et aspirent de plus en plus à devenir des partis de gouvernement. Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous montrer que l'on assiste au jour d'aujourd'hui, parce que les islamistes sont au contact du pouvoir, sont dans une sorte d'expérimentation du pouvoir politique, de l'exercice du pouvoir, on assiste à un phénomène paradoxal pour une structure qui se revendique de religieuse, c'est qu'on assiste à une sécularisation de l'idéologie islamiste. Dans un troisième temps, je me poserai la question du rapport à la démocratie. Et on va s'apercevoir qu'en 20 ans, 30 ans, les islamistes ont énormément évolué, de sorte que l'on pourrait qualifier la relation qu'ils entretiennent avec la démocratie d'arithmétique. Enfin, je me poserai une question d'ordre économique, à savoir si, d'un point de vue économique, les islamistes peuvent être considérés de gauche. Alors, sur la question de l'évolution idéologique et du rapport au changement politique des islamistes, il est très important d'avoir à l'esprit que les islamistes, d'une manière générale, se sont illustrés dans les années 70-80 dans des actions directes, dans de l'agitation propagande, et s'inscrivaient dans des actions révolutionnaires. Il suffit de se rappeler pour cela, de savoir tout simplement que les cadres du Parti de la justice et du développement, qui est actuellement à la tête du pouvoir au Maroc, s'étaient d'abord illustrés dans les années 70 dans une structure révolutionnaire qui s'appelle la Shabibia Islamia, qui s'était illustrée notamment par l'assassinat politique d'un écrivain d'extrême gauche, si mes souvenirs sont bons, Omar Benjeloun. Donc, on a affaire effectivement à des structures qui, dans les années 70-80, s'inscrivaient dans une logique révolutionnaire. Et au fur et à mesure que les champs politiques arabes des régimes autoritaires se libéralisaient, on va s'apercevoir que ces structures vont se politiser et progressivement intégrer le champ politique. Et on va voir que ces mêmes structures qui s'inscrivaient dans des logiques révolutionnaires vont abandonner ces mêmes logiques révolutionnaires et vont opter pour des stratégies de type progressiste et légaliste. Et ces mêmes partis vont, une fois arrivés au pouvoir ou dans la perspective de l'exercer, ne vont pas hésiter à s'allier à des partis qui ne sont pas forcément des partis religieux. Il suffit de se rappeler ou de savoir qu'au sein du parti, enfin la coalition gouvernementale au Maroc dirigée par les islamistes est composée de 4 partis, le PJD en l'occurrence, du Rassemblement national des indépendants, du PPS, du Parti du progrès et du socialisme et d'un parti berbériste. Donc à la fois des partis de droite, mais également un parti de gauche.
Donc, on voit effectivement que l'idéologie islamiste a énormément évolué, passant d'un parti ou de structure révolutionnaire à des partis qui défendent l'idée qu'ils sont capables de gérer la cité. Le deuxième élément qui me semble important, c'est l'idée selon laquelle on assiste à un phénomène extrêmement intéressant qui est le principe de la sécularisation des islamistes. Et pour comprendre ce processus, il est nécessaire de faire un peu l'histoire de l'islam politique. Il faut bien avoir à l'esprit que dans les années 50, 60, 70, les partis islamistes n'existaient pas. On avait affaire à des confréries religieuses, à des associations islamiques qui faisaient de la prédication religieuse leur activité cardinale. Dans leur esprit, il était nécessaire d'appeler les musulmans sociologiques à l'islam parce qu'ils considéraient que ces mêmes musulmans étaient superficiellement islamisés. Et progressivement, au fur et à mesure que ces mêmes structures vont s'insérer dans le champ politique, ces structures vont abandonner leur dimension religieuse. On va passer d'associations religieuses à des partis politico-religieux dans les années 90. On le voit par exemple avec le Front islamique du salut en Algérie, qui défendait certes l'idée de conquérir l'État, mais également d'islamiser à la fois l'État, mais également la société. Donc il y avait dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 une charge religieuse extrêmement importante dans l'idéologie des islamistes. Il fallait certes conquérir le pouvoir, certes s'organiser en parti politique, mais également faire de la prédication religieuse une de leurs activités militantes. Et à partir des années 2000, on va s'apercevoir que ces mêmes partis vont abandonner ce discours religieux. Ce discours religieux va progressivement être abandonné au fur et à mesure que l'on va voir émerger des partis qui vont mettre l'accent sur la nécessité de s'engager dans la compétition électorale. Et on le voit par exemple sur la question de l'islamisme marocain au PJD. Le PJD est une structure partisane, un parti politique, et ils n'ont pas d'activité religieuse au sens strict du terme. Cette activité religieuse est portée par une autre organisation avec laquelle elle entretient des liens très forts, qui est le MUR, le Mouvement de l'unicité et de la réforme, et on assiste à une sorte de division du travail religieux islamique. À une structure partisane, la tâche de conquérir le pouvoir, et une association religieuse, le rôle de remplir les mosquées et d'appeler les musulmans à l'islam. Et on le voit, cette dynamique, on le voit également se développer en Tunisie, où les islamistes tunisiens réfléchissent de plus en plus à l'idée de diviser les activités. Il y aurait effectivement un parti qui aurait à la charge de représenter l'islamisme à un niveau politique, dans l'Assemblée constituante, le gouvernement, etc., et à un niveau religieux, une autre structure qui serait certes liée à la structure partisane, mais qui aurait des activités religieuses au sens strict du terme. Donc on va voir que ces partis islamistes tendent de plus en plus à se séculariser. Et ce qui me semble également important, c'est que cette sécularisation des islamistes entraîne un rapport assez particulier à l'islam. Pour les islamistes, l'islam est considéré de moins en moins comme un système normatif qu'il faut, d'un point de vue législatif, essayer d'imposer, et considèrent que l'islam est une éthique, un principe civilisationnel à partir duquel on se revendique. Et on le voit très bien chez les islamistes algériens, par exemple, qui considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'islamiser la société parce que l'on a affaire à une population qui est elle-même musulmane. Et donc, pour ces islamistes, l'idée n'est pas forcément d'islamiser dans la totalité la société, mais d'essayer de mettre en place ce qu'on pourrait appeler un SMIG islamique. Essayer de se mobiliser pour défendre, tant faire se peut, l'identité islamique lorsque celle-ci est remise en cause. Alors, il me semble qu'il y a quelques années, les islamistes algériens, quelle que soit leur tendance, s'étaient mobilisés pour interdire la diffusion de la Star Academy arabe. Parce qu'ils considéraient que la Star Academy arabe était une émission qui mettait en scène des jeunes garçons, des jeunes filles, dans une sorte de permissivité sexuelle, et c'était quelque chose qui n'était pas conforme à l'éthique islamique. Et donc, on assiste chez les islamistes à l'idée selon laquelle l'islam serait de moins en moins une norme et de plus en plus une éthique.
Et cette dynamique, on l'a observée il y a quelques décennies chez les partis catholiques ou les partis catholiques ou chrétiens démocrates, partis catholiques ou protestants en Europe du Nord et en France ou en Italie, où ces partis catholiques ou ces partis religieux chrétiens considéraient effectivement qu'il était nécessaire, tant faire se peut, de défendre l'identité religieuse lorsque celle-ci était remise en cause. Et au jour d'aujourd'hui, les partis catholiques, les partis chrétiens démocrates considèrent qu'il n'est pas nécessaire de défendre l'identité religieuse, mais essayer de s'aspirer du corpus religieux en termes d'éthique pour essayer, tant faire se peut, si vous voulez, d'avoir une sorte de morale politique dans le champ politique. Le troisième point sur lequel il est important d'avoir à l'esprit, c'est que les islamistes ont, d'un point de vue politique, énormément évolué par rapport à la question de la démocratie. Dans les années 60, 70, 80, il suffit de se pencher sur les différents textes produits par des théoriciens islamistes pour s'apercevoir que le rapport à la démocratie était sans équivoque. Ils condamnaient de façon unanime la démocratie, considéraient que la démocratie était un concept koufr, un concept qui n'avait rien à voir avec la culture politique musulmane et que par conséquent il n'était pas du tout éthique, pas du tout islamique que de vouloir légiférer ou de considérer qu'il était nécessaire de reconnaître la démocratie. Et on le voit par exemple avec Hassan el-Banna qui considérait effectivement que la démocratie était une bonne chose pour l'Occident, mais considérait que pour les sociétés musulmanes, elle aboutissait in fine à une sorte de fragmentation du champ politique. Et c'était la raison pour laquelle Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, s'était opposé à l'idée de démocratie. À partir des années 90, la posture des islamistes qui étaient sans embâge, très critiques par rapport à la question de la démocratie, va progressivement évoluer. Évoluer pour deux raisons. Enfin, à travers deux individus. D'abord, Rachid Ranouchi, le leader du parti islamiste tunisien, qui va écrire dans les années 90 un ouvrage qui va avoir un certain écho dans l'intelligentsia islamiste, qui s'appelle « Les libertés publiques dans un État islamique », où il reconnaissait la valeur religieuse de la démocratie. Et un autre individu beaucoup moins connu, qui est un islamiste algérien, qui s'appelle Mahfou Nana, et qui, lui, va établir un concept, va s'inspirer de la démocratie et va tenter de l'islamiser. Il va dire effectivement que la démocratie n'existe pas en tant que telle dans le corpus religieux, dans l'idéal islamiste, mais il va considérer que c'est la chouroucratie qui existe dans l'islam. L'idée selon laquelle il est possible de consulter le peuple sur certaines questions lorsqu'elles ne touchent pas les affaires religieuses. Et donc, on va voir effectivement que les islamistes vont progressivement évoluer sur cette question. Et au jour d'aujourd'hui, toutes les tendances islamistes reconnaissent la démocratie. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans la démocratie? Alors, pour les islamistes, ils se définissent comme démocrates parce qu'ils considèrent que le parti arrivant au pouvoir, arrivant majoritaire à l'Assemblée, lors des différents rendez-vous électoraux, doit nécessairement exercer le pouvoir. Et si ce même parti perd les élections, doit se retirer et doit laisser le pouvoir au parti gagnant. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit considérer que le rapport que les islamistes entretiennent à la démocratie est de type arithmétique. On considère effectivement que c'est le parti arrivant en tête qui doit nécessairement exercer le pouvoir. Or, sur les questions de démocratie au sens large du terme, sur la question de la liberté de croyance, la liberté de croyance, sur la laïcité, etc., les islamistes sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus flous et beaucoup plus catégoriques dans le sens où ils ont encore du mal à considérer qu'il est possible, lorsqu'on vit dans une société musulmane, de croire, de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Le quatrième point sur lequel je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est sur l'idée selon laquelle nous avons affaire à des partis politiques qui ne doivent pas être considérés comme des partis de gauche au sens économique du terme. Ce qui me semble important et ce qui permet de qualifier un parti de gauche, c'est l'idée selon laquelle la société serait structurée autour d'une classe ouvrière et d'une classe de possédants.
et qu'entre ces deux classes se jouerait une sorte de lutte des classes. Or, pour les islamistes, cela est impossible dans la mesure où ils considèrent que la société musulmane est une société homogène, une société qui n'est pas du tout clivée à un niveau social et qui est plutôt, on va dire, travaillée par des réalités religieuses, et parce qu'on croit au même Dieu, on n'est pas forcément travaillé par des clivages sociaux. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue ontologique, on ne doit pas considérer à un niveau économique les islamistes comme étant des partis de gauche, même s'ils considèrent effectivement qu'il est nécessaire, tant faire se peut, de pratiquer une politique de redistribution. Et même à ce niveau-là, chose extrêmement intéressante, c'est que ces mêmes islamistes ont acté l'idée selon laquelle la société musulmane est une société par essence inégalitaire et qu'on ne peut pas combattre les inégalités par une politique de redistribution massive, juste par de la charité. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a, du moins à ce niveau-là, beaucoup de points communs avec les chrétiens démocrates. Et on voit qu'un certain nombre d'islamistes maghrébins, moins pour le Moyen-Orient, entretenir de très bonnes relations avec les députés appartenant à la chrétienne démocratie en Europe du Nord. Merci. Merci. En vous écoutant tous les quatre, on a quand même, je dirais, une perception assez paradoxale, parce que je crois ce que nous décrivons est paradoxal, et donc il est complexe. À vous entendre, vous parlez de mouvements, frères musulmans, PJD, islamisme, mais en même temps, il y a des noms qui ont été prononcés. Et quand on fait de l'histoire politique ou la sociologie religieuse en Occident, on a toujours aussi en tête les personnages qui ont été des éléments moteurs dans les mouvements. Et quand on prend, par exemple, des noms qui ont été prononcés, Mahfoud Nahnah en Algérie, par exemple, Rachid Rannouchi en Tunisie, ou Ben Kiran au Maroc, leurs parcours sont peut-être aussi intéressants de voir un peu d'où vient-il. Alors que nous avons un Ben Kiran qui vient de l'extrême gauche, dans les années 70, c'était un ancien élève, si mes informations sont bonnes, de l'école Mohammedia des ingénieurs, il était à l'extrême gauche. Nous avons un Mahfoud Nahnah qui est plutôt un ancien cadre technocratique bureaucratique du FLN. Et puis nous avons un Rachid Rannouchi qui, lui, il est plutôt issu d'une tradition zaïtounienne, d'une vieille famille zaïtounienne. Est-ce que ces parcours de ces individus qui forment aujourd'hui et qui forgent les identités politiques des groupes, est-ce que ce n'est pas aussi une autre façon d'aborder l'islamisme dans ces pays? Olivier Roy, peut-être Je suis pas sûr de... Je sais pas. Bon, on constate que ces gens-là viennent en fait de tous les milieux de la société. Bon, on a toujours dit dans les années 80-90, les islamistes c'est des ingénieurs. Hein. Mais en fait, le profil s'est beaucoup diversifié par la suite. Donc, je crois que c'est un peu délicat de faire une espèce de sociologie des cadres islamistes. Ils viennent de milieux en fait très variés. Et comme le disait Samir, il faut voir ces mouvements islamistes dans une perspective historique de changement. Il ne faut pas utiliser des espèces d'idéal type, le personnage charismatique de type Hassan al-Banna. Il n'y a plus de personnage charismatique. Et ça me paraît plus intéressant que les changements d'origine sociale, disons, que les trajectoires sociales des militants. La crise du leader charismatique vient très largement de ce que disait Mohamed Adraoui, c'est-à-dire du changement de la société, du fait qu'on est des sociétés qui sont beaucoup moins patriarcales, beaucoup moins fascinées finalement par la figure du père. Et ça a des impacts, ça a un impact très grand sur le statut du leader politique, qui se banalise complètement. Oui, peut-être on ne cherchait pas le grand-père ou le père, mais la figure du grand frère. Si je me réfère à la scène politique européenne avec Tariq Ramadan, c'est une figure tout de même tutélaire. Je dirais que reproduit l'image du grand frère. Est-ce que ce n'est pas aussi, je dirais, c'est pas de la sociologie politique, mais tout simplement le fait de remonter un peu la source de ceux qui ont marqué cet islamisme, Hassan al-Banna, Cheikh Qutb, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de mieux comprendre précisément les influences et le rôle que joueront En fait, on peut pas forcément. Ce sont des questions que je pose, évidemment. Oui, non, vous avez raison. Alors, en fait, il y a une chose, je pense, qui est très importante, c'est que c'est la suivante, c'est qu'on peut peut-être pas dire de manière extrêmement précise qui sont les islamistes en termes sociologiques. Il faudrait peut-être faire aussi une différence entre qui sont les théoriciens, qui sont les militants, qui sont les cadres, qui sont les gens qui sont aussi islamistes, qui l'ont été, qui ne le sont plus. Ça existe aussi. C'est très intéressant à étudier. Mais on peut peut-être commencer par ceux qui ne le sont pas. Enfin, ceux qui ne le sont pas toujours, à savoir des religieux,
Hassan al-Banna n'est pas un religieux. Il a été imamisé post-mortem. Il avait une éducation religieuse, mais il n'était pas un cadre de l'establishment religieux égyptien de son époque. Vous dites Shir Qutb. Qutb n'a jamais été Shir. Qutb, c'est encore plus flagrant. Qutb, il est né la même année que Hassan al-Banna. Son parcours, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que je ne dis pas qu'il est paradigmatique, mais on retrouvera certains éléments comme le passage de certains mouvements dits de gauche, alors pas forcément la gauche marxiste, quoique parfois si, vers une vision, une lecture beaucoup plus religieuse au fil des années du corps social, avec un rapprochement justement, entre guillemets, de la solution islamique. D'ailleurs, petite chose qui est intéressante, c'est que Qutb, une partie de sa radicalisation, de sa socialisation politique se fait hors du monde musulman. Elle se fait en Occident, au contact des Occidentaux. C'est un élément qui revient, je ne dis pas forcément de manière récurrente, mais la confrontation à l'altérité joue beaucoup pour la redécouverte d'une forme d'identité musulmane, d'un patrimoine musulman essentialisé, voire pire, fantasmé. Ranouchi est peut-être plus religieux que les autres, mais Ben Kiren, par exemple, ne l'est pas. Le véritable chef aujourd'hui de la confrérie, des frères musulmans égyptiens, Khayrat Shater, vient de l'extrême gauche. Il rejoint les frères musulmans en 1981, après avoir été pas loin du communisme égyptien pendant plusieurs années. Donc ces trajectoires qui ne sont pas forcément religieuses et centrées sur la mosquée, parce qu'il y a un autre élément, c'est que, alors je vous mets en garde si vous me permettez, on entend souvent les explications de l'islamisme en termes pathologiques. Il n'y avait pas de liberté politique, ou de liberté de faire de la politique, c'est ça qu'on veut dire. Donc il restait plus que la mosquée. Mais c'est ne rien connaître au monde arabe. S'il y avait bien des endroits verrouillés pendant des décennies, c'était bien la mosquée. Pensez qu'on faisait de la politique dans les mosquées, vous passiez quelques heures. On venait vous chercher rapidement. La Tunisie de Ben Ali et même avant, le fait les islamistes, sont des gens entre guillemets de profil séculier, au sens où on l'entend nous ici en Europe, mais surtout les principaux lieux cardinaux au sens physique, au sens géographique de l'islamisme, de l'émergence de l'islamisme, c'est l'université, de manière très claire. C'est aussi la prison. La prison a été un lieu cardinal d'émergence, de renforcement, de radicalisation intrinsèque du discours islamiste. C'est la rue, bien évidemment. C'est aussi un peu la famille, puisque quand on a des militants, donc ils socialisent sur plusieurs générations leur progéniture, mais c'est pas la mosquée. Et aujourd'hui, il est relativement logique quand on dit que, par exemple, les frères musulmans étaient programmés pour arriver au pouvoir, c'est ça qu'on veut dire. Non pas qu'il était, entre guillemets, d'adéquation idéologique, on peut en discuter. Mais donc le passage de l'université à la rue et de la rue au Parlement, à l'Assemblée nationale, était, entre guillemets, structurellement, le rendez-vous était pris. Alors, le rendez-vous a été pris, la phrase me semble, je dirais, très opportune pour passer à une deuxième phase de ce débat. Vous avez fait le diagnostic, justement complexe, compliqué, les trajectoires, disons les histoires des uns et des autres. Alors se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, puisque le thème de cette soirée est l'islamisme politique en question, alors cela signifie peut-être dans notre inconscient qu'il est peut-être pas encore derrière, mais en tout cas il n'est pas devant nous, où est-ce qu'on en est, je dirais, où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce que nous sommes sur la voie du dépassement, pas forcément de la sortie? Est-ce que l'islamisme politique saura s'adapter? Est-ce qu'il va créer une autre posture d'adaptation et peut-être, je dirais, changera? Parce que quand j'entends que l'islamisme politique, d'abord, il était révolutionnaire, il l'est plus, sécularisation de son idéologie, rapport nouveau à la démocratie, voire même sur le plan économique presque de gauche, est-ce que vous voulez dire par là que nous sommes aujourd'hui déjà dans le post-islamisme? Non, je ne le pense pas. Dites-moi pourquoi. Non, parce que précisément, non, on assiste à une séquence historique extrêmement importante parce qu'il y a une expérience politique. L'expérimentation du réel au sens politique du terme, l'exercice du pouvoir politique, mais l'échec cuisant auquel doivent faire face les différents islamistes au pouvoir ne marque pas pour autant la fin de leur histoire. C'est ce que je pense. Parce que précisément, ils ne dépendent pas, ce ne sont pas des animaux qui sont nés avec les révolutions, les révoltes nées en 2011. Donc leur ancrage est beaucoup plus ancien. Toute la question est de savoir comment ils vont tenir compte de cette expérience-là pour réussir à s'adapter. En fait, il y a un débat avec le public. Oui, on est en train de subir, je dirais, un appel de pied de Mater Bell. Enfin, je peux dire les choses comme ça.
que finalement, on va faire taire nos intervenants, c'est ça, et on revient vers la salle. Écoutez, peut-être ça va être un élément revitalisant pour le débat. Je dirais même que cette question qu'on vient de poser, à savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est peut-être aussi une question que le public aura à cœur de poser. En tout cas, le débat est ouvert. Je vois déjà beaucoup de mains qui se lèvent. La première main qui s'est levée, c'est le monsieur en face. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Merci. Vous avez tous admis avec une belle unanimité qu'il y avait eu, je parle de l'Égypte, un échec des frères musulmans. Je rappelle qu'ils ont eu à peine un an, ils ont été à peine un an au pouvoir, que tant l'armée que l'appareil judiciaire leur a mis des bâtons dans les roues et a empêché leur action. Et moi, ce que je voudrais... Alors, il a été dit également de la part de M. Roy que les salafistes avaient fait un pacte avec l'armée. Donc, c'est pas du tout l'islam, je ne dirais pas l'islamisme, parce que j'aime pas ce terme, mais l'islam politique n'est pas du tout out, puisqu'il revient par la fenêtre avec le pacte salafiste armé. Mais que va faire, à part une répression extrêmement sanglante, extrêmement sauvage, avec tous les éléments, suppression de la liberté de la presse, etc., que va faire le général Al-Sisi et l'armée pour redresser la situation de l'Égypte? Il aura peut-être plus d'un an pour le faire, mais puisque dans l'IEMA, comment dirais-je, la note, on nous dit, mais est-ce que le régime, et là vous l'avez pas abordé encore ça, est-ce que le régime militaire est une solution pour l'avenir? Eh bien, je pose la question maintenant, que va faire ce régime militaire en Égypte? Alors, on va peut-être, comment dirais-je, capter 3 ou 4 questions. Monsieur, et oui. Je regarde rarement à droite, mais je le fais quand même. Pour vous, je le ferai. Oui, merci. Je voudrais poser une petite série de questions. Est-ce que vous n'estimez pas que le temps est court pour évaluer ces modèles, ces expériences, sans oublier que ces formations ont accédé au pouvoir dans des conditions économiques, politiques, sociales, culturelles, chaotiques? Parce qu'on les juge justement sur leur héritage, sur leur référentiel, mais quand il s'agit d'exercer le pouvoir, le temps est court. J'ai l'impression que vous avez passé aussi sous silence les facteurs exogènes à cet échec soi-disant annoncé. Le non-achèvement des indépendances dans leurs dimensions économiques, politiques, sociales, culturelles et j'en passe. Les pouvoirs, classes politiques et élites héritées des indépendances et qui constituent de véritables obstacles au changement et à la démocratisation de ces sociétés. J'ajouterai aussi la complicité des États occidentaux et non occidentaux avec les élites pouvoirs hérités pour faire échouer ces expériences. Je n'ai pas entendu parler... on peut avoir des questions rapidement. Parce qu'il y a encore d'autres personnes qui attendent. Ce sont des questions. Et je n'ai pas entendu parler du rôle de l'Arabie Saoudite à faire échouer ces expériences. Donc, j'arrive à la question centrale. Enfin. Si d'un côté, il y a échec, et de l'autre côté, il n'y a pas d'alternative parce que ni les libéraux, ni les gauches sont dans un état chaotique, alors, est-ce que finalement, on ne prédit que le chaos à ces sociétés? Parfait. Comment vous envisagez les solutions alternatives? Merci. Merci. Une troisième, une quatrième question. Madame ou mademoiselle, là-bas, à gauche. Merci pour vos interventions. Alors, il y aura une toute petite série de questions. Un peu plus fort et le micro. J'essaierai d'être brève. Alors, les Américains ont attendu un peu plus de 35 ans pour attendre la chute du régime de l'Iran. Désormais, on parle du traité de non-prolifération. Rouhani est lui-même religieux. La question sur le nationalisme qui est désolidarisé du vecteur religieux nous pose au moins la question de celle... Enfin, nous n'avons plus, par exemple, des vulgates de type nous allons éradiquer Israël. Désormais, le Conseil des sages a mis en place un Rouhani au pouvoir. Donc, clairement, nous ne sommes plus dans quelque chose qui soit interpénétré de religieux. La deuxième question,
Les marchés s'ouvrent, le Golfe Persique aussi, la problématique de l'océan Indien aussi. La France découvre cette région, l'Europe aussi. Est-ce que nous ne sommes plus désormais dans une téléologie de type cosmogonique? Nous avons dépassé le stade... Je suis désolée, la question était adressée à Monsieur Olivier Roy sur l'Aufklärung arabe. Est-ce qu'on peut attendre, par exemple, du monde arabe une chose de cette Nous voulons des questions, s'il vous plaît. Les moments de fondation politique aussi, au sens arinthien et de Castoriadis. Comment rendre l'événement durable avec tout ce qui se passe dans le monde arabe. Et enfin... cette confusion aussi, enfin, j'avais des développements, mais la confusion qu'on aurait tendance à faire entre la laïcité et la sécularisation. Voilà. Merci. Donc il y a un enjeu économique, intelligence économique. Encore ? C'est tout. Merci. Le monsieur qui est au centre. N'étant pas du tout d'une obédience du centre. Bonsoir. 2 questions rapides. La première, l'absence dans vos interventions de référence à 2 attracteurs importants qui sont quand même le modèle iranien et le modèle turc. Quand même, j'en profite d'autant plus qu'Olivier Roy est un très bon connaisseur de ces 2 domaines. Et l'autre question, c'est dans l'échec, dans le rapport au réel, dans l'expérience du réel, le rapport à l'administration, à la bureaucratie. C'est-à-dire que le régime sont-ils dans ces expériences d'État moderne confondus avec l'État? Et de ce fait, les administrations sont plutôt des couches de rentiers ayant leur allégeance à des régimes. L'exemple en Égypte où des troubles ont commencé à partir du moment où les frères musulmans ont essayé d'infiltrer aussi les structures de l'État, les nominations dans les préfectorats, etc. etc. Merci. Donc on se contente pour l'instant, je reviendrai vers vous, une première batterie de questions. Alors, qui ouvre le bal des réponses? Il y a plusieurs questions, allez-y. Olivier, peut-être Bon, enfin, c'est la dernière fois que je commence. Oui, beaucoup de questions. Les éléments exogènes, par exemple. Bon, je minimiserai, moi, le rôle des éléments exogènes. D'abord parce que le printemps arabe n'a pas été déclenché par des événements exogènes. C'est pas une réaction contre des événements exogènes. Et les slogans du printemps arabe n'ont pas du tout mis en avant les questions régionales. Il y a rien eu sur la Palestine, par exemple, ce qui est très nouveau dans les mobilisations politiques du monde arabe. D'autre part, les interventions étrangères ont été complexes. Hein. On peut pas dire que le monde s'est coalisé pour étouffer l'expérience des frères musulmans en Égypte. Il y a eu du soutien du côté de certaines monarchies du Golfe, pas de l'Arabie Saoudite, hein, ça je suis tout à fait d'accord. Et les Américains, au moins au début, ont vu avec faveur le gouvernement Morsi parce que eux croient au rôle modérateur de la religion en politique, ce qui évidemment en France est tout à fait indicible et impensable. Mais ils n'ont pas du tout cette vision ils pensent au contraire que lutter contre le radicalisme islamique suppose l'intégration d'un islamisme modéré. Donc, bon, même si les Saoudiens ont tout fait pour saboter l'expérience, il n'y a pas du tout eu, disons, de complot extérieur. Il y a eu des interventions, des ingérences, des financements, etc. Que vont faire les militaires? De la dictature. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Ils vont faire la dictature. Et puis ils réprimeront tout le monde. Les libéraux, les laïcs, tout pareil. Et puis si un jour il faut jeter un os à la populace, on leur jettera une église copte. Hein, ils n'hésiteront pas. Hein, faut pas. Bon, dictateurs protégeant les minorités, la laïcité et le droit des femmes. Bon, on verra. Et le modèle iranien, le modèle turc. Le modèle iranien, il n'y a pas de modèle, hein, c'est une spécificité totale. C'est-à-dire que dans le modèle iranien, il y a un monopole de l'islam politique. Voilà, le clergé révolutionnaire qui a réussi à marginaliser les autres. Et c'est comme ça que le modèle iranien s'est maintenu, plus la rente pétrolière. Mais le régime iranien, en politique étrangère, etc., n'est pas un régime islamique. Je veux dire, les amis d'Ahmadinejad, ils étaient plutôt du côté du Venezuela et de Cuba que de l'Arabie Saoudite, de la Mecque ou
ou du Caire ou d'Al-Azhar. Hein. Donc on a une espèce, c'est un avatar de ces dictatures, je dirais, anti-impérialistes de la vague tiers-mondiste des années 50, qui a réussi à se trouver un ancrage dans le clergé. Et la conséquence de la révolution iranienne, c'est que l'Iran est aujourd'hui la société la plus sécularisée du Moyen-Orient. Hein. Pas de doute là-dessus. On a une. Ça veut pas dire que la religion a disparu. Hein. Il faut toujours insister en France quand on parle de cette notion de sécularisation. Ça veut dire que la référence religieuse s'est complètement diversifiée, mais à un point qui va beaucoup plus loin, par exemple, qui va aux conversions au christianisme. Hein. Si vous regardez, si vous allez en Turquie, par exemple, le nombre d'églises évangéliques de langue persane que vous avez dans des villes comme Izmir est considérable. Et ça, c'est des phénomènes très intéressants qu'on ne voit pas. À commencer par le clergé iranien, qui ne veut pas le voir, bien sûr. Le modèle turc, là aussi, c'est complexe. Parce qu'il y a deux modèles turcs, bien sûr. Il y a le modèle kémaliste et le modèle de l'AKP. Le modèle kémaliste, bon, on le connaît, on sait ce que c'est la dictature éclairée. Hein, on sécularise d'abord, et quand la société est bien sécularisée, on ouvre un petit peu, tout en maintenant les religieux en dehors de l'espace politique. Et l'AKP a pris le pouvoir. Et là, je crois que ça a joué un grand rôle, cette question-là, dans la décision aussi des militaires égyptiens. Parce que les militaires égyptiens n'ont pas voulu subir le rôle que les militaires turcs ont subi. L'AKP a réussi à domestiquer l'État profond. Et là, je reviens sur la question qui a été posée sur l'appareil étatique. Oui, les appareils étatiques, là où ils sont forts, résistent bien sûr et à la démocratie et au changement d'élite. Ils ont bien entendu pas envie d'une nouvelle élite qui pourrait limiter leur pouvoir en particulier et surtout leur pouvoir économique. C'est très très clair en Égypte. Or, en Turquie, où jusqu'en 1999, l'armée avait réussi, dans le fond, à être toujours l'arbitre et toujours ramener les islamistes au bercail ou en prison chaque fois qu'ils allaient un petit peu trop loin, même après avoir gagné les élections. Erdogan, en 5-6 ans, a réussi à ramener l'armée dans les casernes. Et je crois que les militaires égyptiens ont eu très très peur justement que Morsi réussisse à faire la même chose. À mon avis, il n'aurait pas réussi du tout, pour des tas d'autres raisons, ou alors il aurait fallu 20 ans ou 30 ans. Mais c'est aussi une dimension, le modèle de l'AKP, c'est, comme l'a dit Samir, c'est dans le fond la translation de normes religieuses en valeurs conservatrices, mais qui ne sont plus attachées à une religion spécifique. Si vous prenez le discours moralisateur d'Erdogan, c'est un discours de l'Oklahoma, c'est pas un discours de la Mecque. Il va vous parler de l'avortement, il va vous parler de l'adultère, hein, et pas du tout au sens du zinat chariatique, hein, mais au sens de l'adultère protestant, la définition d'une famille chrétienne. Et donc c'est aussi une forme de globalisation de la société turque, d'adaptation, de désislamisation, j'irais même jusqu'à dire, ça leur plaira pas, mais bon, comme je leur plais pas déjà, c'est pas un problème, de désislamisation de la société et de la mise en place effectivement de formes, je dirais, post-religieuses globales, c'est-à-dire sur des discours qui sont des discours qui peuvent être identiques dans des sociétés extrêmement différentes. Je dirais de déculturation des normes religieuses transformées en valeurs morales à vocation universelle. Donc, oui, en ce sens-là, effectivement, de désislamisation. Peut-être Samir ou Nabil, je ne sais pas si l'un ou l'autre. Moi, c'est Bélir. Bélir. Mon nom, c'est Nabil. Je vois Nabil, Bélir, les deux. Oui. Juste un élément par rapport à l'échec des islamistes et au recul qu'on doit avoir par rapport à ce phénomène. C'est vrai qu'on peut pas, ça peut pas être une conclusion définitive, mais je crois que personne ne l'a dit ici. Il ne s'agit pas là d'une conclusion définitive. On a plutôt souligné que les islamistes étaient face à de véritables défis, notamment par rapport à leur capacité de s'adapter à la nouvelle donne, aux nouvelles donnes, et notamment lorsque j'avais souligné une certaine défaillance politique de leur part, celle-ci s'est manifestée dans leur incapacité à un moment donné à dégager des compromis ou à nouer des compromis avec leurs propres opposants. Il est difficile d'exercer le pouvoir seul au sortir d'une révolution, en tous les cas d'un événement politique aussi fort que la chute d'un régime. Et le choix qui a été fait pour les frères musulmans égyptiens en particulier, d'exercer le pouvoir seul, de l'assumer de manière quasi
autarcique, de l'exercer de manière seule et isolée, c'est retourné contre eux. C'est une stratégie qui finalement s'est révélée mauvaise. Mais en même temps, avaient-ils vraiment le choix ? Ils sont animés, ils sont habités par des décennies d'oppression, et une fois qu'on accède au pouvoir, on est empressé de réaliser son projet le plus rapidement possible, de peur que ce pouvoir se dérobe. Et le projet en question étant précisément l'islamisation de la société. Mais les signes de cette islamisation furent beaucoup trop rapides, beaucoup trop brutaux. Et là, pour le coup, un certain nombre de contre-pouvoirs se sont révélés, mobilisés, et avec l'art de la manipulation de l'armée égyptienne, cet ensemble de contre-pouvoirs se sont finalement mobilisés comme contre le pouvoir islamiste. Du point de vue des sources exogènes, c'est clair que le modèle turc a constitué une source d'inspiration, en tous les cas du côté turc dans un premier temps. Erdogan a tenté, à travers notamment une grande série de voyages dans les différents pays concernés, d'exporter le modèle de l'AKP, et du même coup d'essayer d'assurer une forme de leadership de l'islamisme politique. Et derrière tout cela, il faut garder à l'esprit, malgré tout, l'histoire complexe qu'entretiennent les Arabes et les Turcs, eu égard à l'Empire ottoman, dans lequel était intégré le monde arabe. Et donc, finalement, cette tentative d'exportation a relativement échoué jusqu'à maintenant, même si jusqu'à maintenant aussi, l'islamisme politique comme expérience politique et gouvernementale demeure incarné d'abord et avant tout par l'expérience turque. Et en ce sens, la capacité d'adaptation et de rénovation de l'islamisme politique dans le monde arabe devra d'une manière ou d'une autre prendre acte des réussites et des échecs de l'islamisme politique en Turquie. Je voudrais souligner ici l'épisode de la place Taksim, notamment, qui a montré d'une certaine manière la tentative autoritaire qui guettait l'AKP, une déviance qui, d'une certaine manière, a permis de souligner le point, du moins la tension qui existe dans l'équilibre entre l'islamisme politique d'un côté et les principes démocratiques de l'autre. Il y a une perception, il y a une tentation de l'autoritarisme qui a bien illustré cette tension-là au sein de cet équilibre fragile. À vous, allez-y. Alors, 3 points qui me semblent importants. C'est d'une part d'avoir à l'esprit que l'islamisme, quelles que soient les tendances, est une idéologie qu'on pourrait qualifier de l'action. Dans la mesure où, pour revenir très rapidement à une petite anecdote, à l'époque de Hassan al-Banna, on lui avait reproché que celui-ci ne produisait pas de texte à partir duquel on aurait pu se référer. C'était quelqu'un qui faisait de nombreux discours et les seuls éléments que l'on a de lui sont ses discours. Et un certain nombre de disciples de la confrérie lui avaient reproché sa non-production intellectuelle. Il avait répondu tout simplement que l'idéologie des frères musulmans est une idéologie de l'action et que parce qu'il était responsable des frères musulmans, qu'il n'avait pas forcément le temps de produire. Et donc c'est quelque chose qui est véritablement resté dans l'idéologie des frères musulmans, que ce soit en Maroc, Algérie, Turquie, Égypte, dans la mesure, du moins c'est quelque chose qui existe un peu moins en Turquie ou au Maroc, dans la mesure où il n'y a pas de véritable intellectuel organique au sens gramscien du terme, des intellectuels qui produiraient une pensée, qui seraient à la fois membres du parti, proches idéologiquement du parti, et qui produiraient une idéologie, une production intellectuelle qui, à partir de laquelle ce même parti pourrait se référer pour essayer de construire leur programme politique. Et lorsqu'on se penche sur les programmes politiques des islamistes, on est véritablement consterné par la faiblesse programmatique de leur programme. Il suffit de se rappeler d'un discours donné par Rachid Ranouchi il y a 3 ans, où il expliquait devant une salle comble que si le peuple lui donnait le pouvoir, Dieu lui permettrait d'obtenir une croissance économique de 10%. Donc,
on est véritablement chez les islamistes dans ce type d'idée bloquée sur l'idée selon laquelle l'islam serait la solution. Le deuxième élément qui me semblait important, c'est l'idée selon laquelle les islamistes sont dans une véritable phase d'apprentissage du politique. On assiste à un processus de professionnalisation du politique. Des individus qui avaient fondé leur culture politique sur la clandestinité, sur l'opposition. Et au jour d'aujourd'hui, l'enjeu pour les islamistes, c'est de capitaliser cette culture acquise dans la clandestinité, dans le champ politique institutionnalisé, et en même temps essayer d'apparaître non plus comme des forces d'opposition, mais des forces de proposition. Et le troisième élément qui me semble important pour rebondir sur ce que disait Monsieur Nabil, c'est l'idée selon laquelle l'AKP a été véritablement un modèle à suivre pour de nombreux islamistes maghrébins et arabes, pour deux raisons essentielles. D'une part, parce que pour les islamistes arabes, l'AKP a réussi à se maintenir au pouvoir pendant plus de 10 ans, ont gagné de nombreuses élections. Et pour une raison également très pragmatique, c'est que les islamistes turcs ont réussi à faire de la Turquie une véritable puissance économique. Et à faire de la Turquie, à intégrer ou à faire de la Turquie un pays qui fait partie du G20. Donc pour ces deux raisons qui me semblent être essentielles, l'AKP a véritablement servi de modèle d'aspiration pour un certain nombre d'islamistes arabes. Oui, merci. Alors, assez rapidement, oui, en fait, je crois que c'est ça le problème, c'est qu'on parle de modèle. Quand on dit modèle, on veut dire voie, quelle possibilité offerte par une expérience nationale, c'est ça qu'on veut dire. Mais en tant que tel, il n'y a pas tant un modèle qu'il y a une aspiration à un changement. Donc, quand on dit, et puis il y a une deuxième chose aussi, quand on dans le modèle de la Turquie, ce modèle, entre guillemets, a fait preuve d'efficacité, certes, mais prenons garde à ne pas, comme le disait Samir tout à l'heure, pas prendre les islamistes trop au mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous regardiez ce qui se passe sur la place Taksim ou à Gezi Park, par exemple, ce n'est pas tant une remise en cause du modèle AKP, entre guillemets, ou du modèle de l'islamisme turc, que des manières de faire plus ou moins brutales de M. Erdogan et de ses proches. Il faut déconstruire le discours islamiste, et de la même manière qu'il faut déconstruire ce qu'on dit des islamistes. C'est vrai également par rapport à ce que nous disons nous en Europe ou en Occident, de manière générale sur l'islamisme, où nous avons une vision. Alors comme disait Olivier Roy, jusqu'à quel point ils sont à notre droite. C'est un petit peu ça la question. Sauf que les normes sociales, culturelles dans ces pays-là sont complètement différentes. Et il faut peut-être redonner à ces sociétés le droit d'être complexes, tout simplement. Donc quand on parle de modèle, oui, mais jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, par exemple, c'est Rachid Ranouchi qui, lorsqu'il, après plusieurs années d'exil, débarque de l'avion, première chose qu'il dit, mon modèle, c'est l'AKP. Je ne suis pas tant certain qu'il ait en tête un véritable modèle de démocratisation turc qu'il veut rassurer un certain nombre de partenaires potentiels en Europe et en Occident. Il fait de la politique. Il apprend à parler comme un chef d'État potentiel. Voilà. Il est quelqu'un qui aspire aux plus grandes fonctions, comme on dit, et il veut rassurer. Il fait de la politique. Regardez, par exemple, dans la politique étrangère, encore une fois, parmi les premières choses qu'il fait, une fois arrivé au pouvoir, il est invité par certains lobbies spécialisés dans certains intérêts pour ce qui est de la politique étrangère américaine. Il répond, il y va. Tout à fait normal. Recherche de crédibilité. Il montre qu'il est un professionnel, qu'il est responsable. On peut traiter avec lui. Ce à quoi, quelques semaines plus tard, nous aurons droit à la doctrine, entre guillemets, Juppé. Il demande aux diplomates français installés dans les pays arabes en ébullition, vous prenez langue avec tous les acteurs qui refusent la violence politique, quels qu'ils soient. Voilà, ce qui est logique. Nous avons affaire à des personnes qui cherchent un modus vivendi. Comment interagir avec les islamistes? Jusqu'à quel point prendre, comment, entre guillemets, domestiquer ces aspirations anti-système qui émanent des islamistes. Sur l'Égypte, très rapidement, j'ai entendu le terme infiltration de l'administration étatique. Peut-être que certains frères musulmans en rêvaient, mais on a bien vu que s'ils avaient infiltré l'appareil étatique, on a rarement vu un appareil infiltré réagir de cette manière. Dans ce cas-là, ils ne sont pas très compétents. Justement, c'est l'échec à intégrer, à exercer son autorité sur l'état profond, sur les structures de domination, les véritables structures qui ont le pouvoir aujourd'hui en Égypte. On peut dire que Nahda a réussi. Nahda, et ça répond à une des questions, a été suffisamment intelligent pour traiter avec M. Marzouki, avec le CPR de M. Ben Jafar, ce qui veut dire quoi de manière concrète? Ils ont coupé l'opposition en deux.
Ils ont, entre guillemets, détruit pour quelques années l'opposition tunisienne qui pouvait émerger à la faveur des révolutions. Et pour les facteurs exogènes, finalement, oui, alors il faut leur donner leur juste place, dans la mesure où, effectivement, l'Arabie Saoudite, si vous parlez de l'Arabie Saoudite, a été un pays absolument terrorisé par ce qui se passait, que ce soit en Tunisie, mais surtout en Égypte. Je rappelle la fameuse phrase restée dans l'histoire de le roi Abdallah qui demandait à ses conseillers combien coûte Facebook. J'aimerais bien racheter Facebook si Facebook est la cause de cette jeunesse en ébullition qui vient défier le pouvoir des États en place. Ce qui est assez intéressant dans la mesure où ça montre le décalage profond qu'il y a entre les élites politiques aujourd'hui en place et les aspirations notamment de la jeunesse. Avec un autre élément plus sérieux cette fois-ci qui a été Bahreïn. Bahreïn, c'est une guerre, Arabie Saoudite, c'est une intervention de l'Arabie Saoudite, de l'armée saoudienne, bénie bien évidemment par certaines puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, pour que le printemps arabe soit un printemps du Mashrek et du Maghreb, pas du Golfe. Je rappelle la phrase d'Henry Kissinger, le pays le plus important pour nous, c'est pas l'Égypte, c'est pas la Tunisie, c'est pas la Syrie, c'est Bahreïn, parce que Bahreïn, c'est l'Arabie Saoudite. Et on ne permettra pas que l'Arabie Saoudite bascule. Voilà. Donc il ne faut pas trop donner d'importance, mais il y a eu par exemple, le secrétaire du parti, l'un des dirigeants aujourd'hui d'un des partis salafistes tunisiens, c'est qui? C'est l'ancien secrétaire du grand moufti d'Arabie Saoudite. Certaines personnes interprètent l'émergence de certains partis salafistes comme une manière pour l'Arabie Saoudite de réguler, autant que faire se peut, à mon avis c'est très difficile pour eux, mais de réguler une partie du jeu politique interne à la Tunisie et à l'Égypte. Donc oui, il y a des facteurs exogènes. Quelle proportion, quel pouvoir, on verra. Bien, on me signale qu'il reste quelques minutes. Je vais prendre très rapidement 3 questions. Le monsieur à droite, ensuite au milieu, puisque depuis tout à l'heure il la demande, et puis on prend une 3e question. Une dame, ouais. Madame, voilà. Oui. Donc 1, 2 et 3. Moi, je reviens sur... S'il vous plaît, des questions vraiment très courtes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, d'accord. Et nous souhaitons que nos intervenants puissent répondre. Moi, je reviens sur le mot-clé de cette conférence, qui est l'échec du modèle en Égypte et en Turquie spécifiquement. Je dirais plus, contrairement à ce que dit la brochure, si échec il y a, je pense qu'il y a un coup d'État en Égypte, il n'y a pas un échec d'un modèle islamiste. En même temps, une manif de la place Taksim ne veut pas dire que le modèle turc a échoué. Pour moi, la question, est-ce qu'il ne fallait-il pas voir, au lieu d'échec, c'est la crise de la gauche et des partis sécularisés qui se sont légués, qui ont fait le jeu de l'autoritarisme contre-révolutionnaire pour se venger de leur défaite électorale. Voilà. Merci. Le monsieur au milieu, et ensuite on revient vers... Bonsoir. Bon, en vous écoutant, vous avez un petit peu parlé un peu de tout, si je dirais. Enfin, un petit peu, beaucoup. Oui, mais sauf une chose qui me semble nécessaire, c'est la violence, la voie violente. Au début de son intervention, M. Roy, il a dit que le mouvement tel que Nahda ou les frères musulmans ne possèdent même pas de formation militaire ou des actions violentes, disons. Bon, on vient de s'apercevoir maintenant, depuis que la révolution elle a eu lieu en Tunisie et que le Nahda est devenu au pouvoir, on vient de s'apercevoir qu'il y a des fractions. Et parmi ces fractions-là, c'est Ansar al-Sharia, vous le connaissez sans doute, c'est-à-dire les partisans de la Sharia, c'est-à-dire de la loi islamique, et leur seule voie, c'est la violence. On voit combien ils ont déjà assassiné des gens et comment déjà ils se sont ancrés dans la voie de l'assassinat. Très bien, la question, c'est bon ? Donc c'est la violence. C'est un commentaire sur le commentaire. Très bien. Voilà, c'est ça la question. La violence, s'il vous plaît. Ah, la question de la violence. D'accord. Et puis, on termine avec la dernière question. Retour à nos invités. Bah, du coup, on fait une fusion de la question. Écoutez, moi, c'est une dame qui m'a demandé la parole. C'est pas un homme. Hein. Je peux prendre une voix de femme, si vous voulez. Ça s'appelle. Non, elle me passe son tour. Je peux le prendre ou pas? Non, ma question, elle est... Je vous en prie, allez-y.
Ma question, elle est très rapide. Aujourd'hui, comment on peut parler d'échec de l'islam politique alors que globalement, après les révoltes arabes, après la normalisation sécuritaire qu'on est en train de voir en Égypte, le seul camp aujourd'hui qui, dans une logique démocratique, le seul camp aujourd'hui qui est en faveur de la démocratie représentative, ce sont les frères musulmans. On le voit en Égypte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les libéraux, les marxistes, les nationalistes et les salafistes sont du côté de Sisi. On le voit en Tunisie où une partie, effectivement, des libéraux, des nationalistes et des marxistes sont pour la suspension du processus démocratique. Et en même temps, les seuls aujourd'hui qui sont pour le principe un homme, une voix sont les frères musulmans. C'est un paradoxe qui m'interroge. Très bien. Merci beaucoup pour avoir révélé ce paradoxe. Je rappelle tout simplement que, à ma connaissance, aucun de nos 4 intervenants n'a prononcé de façon martiale et catégorique l'échec de l'islam politique. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Sauf Olivier Roy qui plaide pour cela depuis 22 ans. Bien, et encore faut-il apporter la démonstration. Alors, on commence de gauche à droite. Allez-y. Alors, je prends la dernière question. Je commence par la dernière. Je ne suis pas tout à fait certain que seuls les frères musulmans soient le seul parti qui défende le principe un homme, une voix. Ça, je pense quand même qu'il y a, heureusement pour les Égyptiens, du moins j'ose espérer qu'il y a plusieurs partis. La question, il est vrai, c'est que un homme, une voix, du moins à court terme, ça donne le pouvoir plutôt aux islamistes, pour des raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire pour des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles, qui tiennent à la capacité de faire de mobiliser autour d'un grand récit, et qui tient également un peu l'argent du Qatar. Donc vous avez 2 éléments, vous avez 2 catégories d'explications. Donc il n'y a pas, je ne vois pas à quoi vous faites référence quand vous dites que seuls les frères musulmans croient au principe un homme, une voix. Par contre, vous avez tout à fait raison quand vous dites que oui, c'est pas tant au niveau égyptien une réaction à l'islamisme qu'aux frères musulmans et plus particulièrement à la garde, à la génération de dirigeants parmi les frères musulmans qui ont exercé le pouvoir pendant à peu près 1 an et demi. Je rappelle qu'il y a on dit les salafistes s'opposent aux frères musulmans, mais vous avez une opposition frériste aux frères musulmans. Vous avez des gens comme Abdel Fattah, vous avez des gens comme Hani Mahmoud du parti Al-Wassat qui est originaire idéologiquement des frères musulmans. Donc vous avez raison, c'est un peu plus complexe que ça. Sur la question de la violence. Oui, la violence est un risque, c'est une hypothèque, vous avez raison. Mais quand vous libéralisez tout le spectre politique. Et le spectre politique, en Tunisie, alors il faut pas en faire une généralité, mais en Tunisie, vous avez des entrepreneurs de violence politique, notamment autour de Ansar Sharia, ce qui est vrai. Est-ce que Nahda a joué ou pas? Ça, c'est un débat, on pourra y revenir, mais vous avez, en fait, quand vous libéralisez, vous libéralisez. Vous êtes d'accord? C'est un peu pareil, ça c'est le propre de toutes les révolutions. La révolution russe, c'est pareil, Quand vous libéralisez les sociodémocrates, mais également les gens qui peuvent passer à l'acte violent. Et pour les autres questions, je pense que je vais laisser la parole à mes camarades. Oui, on va continuer comme ça. Oui. La question de l'échec politique et la question de la violence. Oui. Alors, on dit j'ai dit échec de l'islam politique, c'est-à-dire de l'idéologie des islamistes. J'ai jamais dit échec politique des islamistes. Les islamistes peuvent très bien rentrer dans le champ politique par la grande porte, mais à condition précisément de renoncer à leur idéologie. Et le problème à ce moment-là, c'est quand on renonce à l'idéologie religieuse, qu'est-ce qu'on fait de la référence religieuse? Parce que s'ils abandonnent complètement la référence religieuse, ils n'existent plus. Ils perdent totalement leur spécificité. Donc toute la question aujourd'hui, c'est comment se pose la question de la référence religieuse dans l'espace public. Et ça, c'est pas un problème strictement musulman. Et juste une petite parenthèse ici. Et surtout en France, on a un problème avec les religieux en politique. On voit toujours l'entrée en religion finalement comme un choix par défaut, qui cache d'autres choses, la frustration, la soif de pouvoir, etc. On n'a jamais la vision finalement d'un choix religieux qui serait un choix positif. En France, c'est considéré comme impossible. Si on comprend pas, disons, si on n'essaie pas de mieux comprendre ce qu'est la référence religieuse, et encore une fois, pas seulement dans l'islam, tout le débat sur politique et religion est faussé. Sur la violence, on n'a pas parlé des djihadistes parce que c'était pas le sujet. Les djihadistes sont hors jeu, ils se sont mis hors jeu. La stratégie des djihadistes en Tunisie, en Égypte et ailleurs, c'est pas une stratégie de construire un État islamique en Tunisie, en Égypte. C'est une stratégie de djihad global. Ce qui les intéresse, c'est la Syrie, et pas pour créer un État islamique en Syrie, mais précisément pour continuer cette lutte qui dure depuis l'Afghanistan, la Tchétchénie, etc. Il faut pas oublier, et c'est quand même important, qu'il y a, selon les sources qu'on peut avoir, pratiquement plus de djihadistes belges en Syrie que de djihadistes égyptiens. Ça en dit long sur la Belgique. Bélier Nebli. Oui, je voudrais revenir sur le paradoxe apparent dans le rapport entre frères musulmans et démocratie. Je pense que
faut relativiser l'adhésion des frères musulmans au principe démocratique, parce que vous partez quand même du postulat que la démocratie se résume à la compétition électorale. Et c'est plus large que ça. La démocratie, ça prend notamment en considération l'admission de principes comme la séparation des pouvoirs. Or, l'une des décisions qu'a prise Morsi, à travers un décret présidentiel, était finalement de se reconnaître pratiquement tous les pouvoirs, y compris judiciaires, ce qui enfreint directement donc le principe de séparation des pouvoirs et enfreint l'esprit même du pluralisme politique, institutionnel et autres. Autre exemple, du côté tunisien, vous avez certes des islamistes au pouvoir, mais dont le mandat a expiré. Et ils n'ont toujours pas décidé d'organiser de nouvelles élections. A priori, il y avait un accord politique pour que l'Assemblée constituante travaille sur 1 an. Et finalement, cette Assemblée n'a toujours pas abouti sur un texte constitutionnel. Et d'une certaine manière, on ne sait toujours pas quelle est la finitude de ce mandat. Ce qui pose encore une fois un problème par rapport à la perception de l'élection. Lorsqu'on est élu, ce n'est pas une élection ad vitam. Voilà. Alors, par rapport à la question de monsieur, je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit qu'il y a 2 types de légitimité qui s'opposent, en fait, qui s'affrontent. Une légitimité revendiquée par les islamistes eux-mêmes, qui se disent à partir du moment où nous avons été élus, nous avons le droit d'exercer le pouvoir, donc une légitimité de type électoral, et de l'autre côté, une légitimité de type populaire. Ou parce que l'on voit se développer sur le terrain des manifestants qui ne sont pas d'accord avec les options politiques des islamistes, il est nécessaire, effectivement, ces manifestants ont droit à la parole et ont le droit de renverser le pouvoir ou d'y s'y opposer. Sur la question de la violence, il me semble qu'il est important d'avoir à l'esprit qu'il y a 3 temps dans le rapport à la violence chez les islamistes, surtout, enfin, frères musulmans. Dans les années 70, 80, 90, il y avait chez les frères musulmans un rapport très ambigu à la violence. On la condamnait certes, mais on la comprenait. Il suffit de se rappeler des différents avis de Youssouf al-Qaradawi sur la violence en Algérie, où il expliquait effectivement que la violence ne relève pas véritablement de l'islam, mais que le GIA et l'AIS étaient en quelque sorte obligés de se défendre parce qu'il y avait de l'autre côté un régime militaire qui les pourchassait. Donc il justifiait de façon, on va dire, très implicite l'usage de la violence. À partir du 11 septembre 2001, tout change chez les frères musulmans. Ils sont sommés d'avoir une position beaucoup plus claire par rapport à la question de la violence. Et c'est la raison pour laquelle ils vont condamner de façon unanime les attentats du 11 septembre 2001. Vont s'opposer au mouvement djihadiste. Et le seul cas dans lequel ils peuvent exprimer la violence ou légitimer la violence, c'est dans le cadre des territoires palestiniens, en disant finalement les Palestiniens ont un droit à la résistance et ce droit à la résistance peut être légitimé d'un point de vue religieux. Il suffit de se rappeler des fatwas, de la fatwa de Qaradawi sur les attentats suicides. À partir des révoltes arabes, on voit que le spectre islamiste ou frères musulmans change. Ils ont tendance à justifier la violence politique, l'usage de l'action directe, lorsque des révoltes sont en jeu. Toujours le même, Youssouf al-Qaradawi, se souvenir non pas de sa fatwa, mais de son émission de télévision où il expliquait qu'il était possible de tuer Kadhafi. Donc on voit que même sur la question de la violence, en fonction des opportunités politiques et stratégiques, les frères musulmans dans leur globalité ont un rapport évolutif par rapport à la question de la violence. Écoutez, merci en votre nom. Nous remercions d'abord l'Institut du monde arabe de nous accueillir. Je renouvelle mes excuses pour le retard que j'ai accusé au tout début. Merci aux 4 intervenants et n'oubliez surtout pas qu'à la sortie, vous avez une table de presse, vous avez des ouvrages qui permettent justement d'aller un peu plus loin dans ces réflexions. Le débat est loin d'être clos. En tout cas, nous avons essayé ce soir tout simplement de rendre encore les choses plus complexes. Merci beaucoup.